Bonsoir, bienvenue au Mardi de l'espace. On va parler de planète habitable, planète habitée ce soir. C'est comme toujours organisé par le CNES, l'Agence française de l'espace. Nos 4 intervenants, merci beaucoup de les accueillir s'il vous plaît. C'est Benjamin Bultel, Adrienne Kish, Martin Turbet et Michel Viseau. Bonsoir à tous les 4, merci beaucoup de votre présence. On commence avec vous, Martin. Alors, prenez votre micro et dites-nous qui vous êtes exactement. Je m'appelle Martin Turbet, je suis en thèse pas très loin d'ici au laboratoire de météorologie dynamique à l'université Pierre et Marie Curie. Et le but de ma thèse, c'est d'étudier les atmosphères des planètes en général. L'atmosphère de la planète Terre, de Mars, de Vénus, mais aussi Mars par le passé, la Terre dans le passé. Et à partir de toutes ces explorations, on peut ensuite appliquer l'étude d'atmosphère pour d'autres planètes, d'autres corps qui orbitent autour d'autres étoiles, les planètes extrasolaires. Et donc, une de mes expertises, c'est de caractériser et de modéliser l'atmosphère des planètes extrasolaires, en particulier celles qui sont de petite taille, qui ont la même taille que, grosso modo, la Terre. Alors Martin Turbet, vous l'avez compris, c'est l'homme des atmosphères ce soir, à la fois planétologue, climatologue, informaticien, astrophysicien, il est tout ça. Ok, l'homme des atmosphères, c'est vous. À votre côté, c'est Benjamin Bultel. Bonjour, alors je m'appelle Benjamin Bultel, je suis en post-doctorat, donc j'ai fait terminer ma thèse et je suis en contrat de chercheur donc à l'université d'Oslo, en Norvège. Et moi je travaille principalement sur la planète Mars. Et ce que j'étudie, c'est les données qui nous sont envoyées par les satellites pour essayer de comprendre la composition de la surface des planètes, et donc principalement de la planète Mars, pour savoir ce qui a pu se passer quand il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars et comment ça a pu transformer ces planètes. Voilà. Voilà, l'homme de Mars, l'homme de l'eau sur Mars, et des temps anciens, il y a quelques milliards d'années, c'est Benjamin Bultel. Adrienne Kish avec nous aussi. Alors, visiblement, je représente toutes des chercheuses, ouais, des femmes. Exactement. Voilà, alors je m'appelle Adrienne Kish, je suis canadienne, alors c'est pour ça que j'ai un petit accent. Je suis maître... Vous représentez donc aussi tous les Canadiens ici présents ce soir. Voilà. Je suis maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle. Ici, juste côté Jardin des plantes. Et tous mes travaux de recherche sont sur les milieux les plus extrêmes dans la Terre. Alors les volcans, les sources chaudes, ce type d'environnement, les petites microbes qui habitent dedans. Et est-ce que ces microbes peuvent être les analogues pour la vie sur d'autres planètes? Et notamment les exoplanètes aussi. Voilà. Et puis Michel Viseau à votre côté. Michel Viseau, donc je suis responsable de la thématique générale de l'exobiologie au Centre national d'études spatiales, qui est à quelques encablures d'ici et qui a l'honneur d'organiser ces mardis de l'espace. Je suis aussi, alors la responsabilité, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais des exoplanètes et de la protection planétaire, donc des mots qui sont très excitants et qui me donnent des activités très excitantes. Pour résumer, donc, je m'occupe d'organiser la politique française et insérer la politique française, la politique spatiale française dans ce domaine, dans le domaine de l'exobiologie, des exoplanètes et de la protection planétaire, dans les missions et la politique menée en Europe par l'Agence spatiale européenne, ainsi qu'avec toutes les relations qu'on a avec nos autres grandes agences spatiales comme la NASA bien sûr, Roscosmos en Russie, la JAXA au Japon et la CNSA en Chine. Alors vous n'êtes pas venu tout seul, Michel, là vous êtes bien entouré. Racontez-nous là, comment il se trouve que tous les 2 ans, les jeunes chercheurs organisent des journées exobiologie jeunes chercheurs avec l'aide du CNES, avec l'aide de la région Île-de-France, et ils réunissent donc 20, 30, 40, 50, 60, cette année c'est une petite quarantaine de chercheurs, de jeunes chercheurs, donc doctorants, postdoctorants ou jeunes maîtres de conférences. Alors jeune maîtresse, non, jeune maître de conférence, jeune maître de conférence qui écoute qui échange, qui présentent des travaux qui sont toujours à la pointe, puisque c'est les plus jeunes qui font les travaux les plus intéressants et qui sont le plus à la pointe, bien entendu. Et ils échangent entre eux, ils font progresser la science, ils commencent à faire la base même de l'exobiologie qui est l'interdisciplinarité. Le fait qu'un géologue peut à peu près parler avec un microbiologiste ou voire même peut-être un climatologue ou un planétologue. Et donc voilà, l'intérêt de ces journées, c'est que c'est à cet âge-là, avec des jeunes qui commencent, je dirais, ces carrières scientifiques, que se constituent les réseaux
qui feront la richesse de la recherche demain. On commence avec vous, Martin. Alors vous, donc l'homme des atmosphères, vous êtes particulièrement intéressé aux atmosphères de 2 exoplanètes qui sont Proxima du Centaure, Proxima du Centaure B. Il se trouve que c'est l'étoile la plus proche du Soleil. Bon, elle est quand même à 4,2 années-lumière, hein, c'est ça? Exactement, ouais. Voilà, bon, ça fait quand même une petite trotte. Ouais. Une petite trotte, d'accord. Donc ça veut dire qu'en 4,2 années-lumière, un rayon de lumière qui partirait de là-bas mettrait 4 années à arriver jusqu'à nous, à 300 000 km à la seconde. Et vous êtes aussi un spécialiste d'un système qui s'appelle TRAPPIST 1. Je me demande si on n'a pas une image là qui montre TRAPPIST 1. Ouais, alors peut-être je voulais juste dire quelques Bien mots. sûr. Il se trouve que ces années 2016-2007, elles ont été extrêmement riches en découvertes, puisqu'il se trouve qu'en moins d'1 an, on a découvert en tout 8 planètes extrasolaires qui font plus ou moins la taille de la Terre, à quelques dizaines de pourcents, qui vont toutes pouvoir être caractérisées dans les années à venir. Caractériser, qu'est-ce que ça veut dire? Caractériser, on va être capable, si ces planètes ont une atmosphère, de caractériser leur atmosphère avec les prochaines générations de télescopes qui vont être disponibles d'ici 5, 10, 15 ans. Donc caractériser, ça veut dire décrire ce qu'on trouve dans cette atmosphère. On va être capable de mesurer par exemple leur composition, la composition moléculaire de leur atmosphère, voir s'il y a des nuages, etc. Et si éventuellement de sonder ce qu'il y a à leur surface, est-ce qu'il y a un océan de liquide à leur surface. Ah, pas seulement les atmosphères, alors on peut percer exactement, parce que en profondeur. Tout ce qui se passe en surface va influencer l'atmosphère, et donc en comprenant l'atmosphère, on peut ensuite revenir à des indications sur ce que contient la surface, de quoi est composée la surface. Et donc je pense que c'est vraiment la bonne raison pour laquelle il faut s'intéresser à ces 2 systèmes. Certes, Proxima du Centaure B orbite autour de l'étoile la plus proche du Soleil, mais la vraie raison pour laquelle vous devriez tous vous intéresser à ces 2 systèmes, c'est parce que d'ici 5-10 ans, on va vraiment être capable d'en dire plus sur ce qu'il y a dans leur atmosphère. Par exemple, répondre à une question, y a-t-il de la vapeur d'eau à leur atmosphère, et donc potentiellement, y a-t-il un océan à leur surface? Il est bon, hein, Michel Viseau, qu'est-ce que vous en pensez là? Vous trouvez pas, là, on a le suspense, là, on se dit, ah ouais. Il est extrêmement optimiste d'abord. Voilà. Exactement. Mais la caractéristique de la recherche, c'est l'optimisme. Mais par contre, on a des bonnes questions. La seule remarque sur TRAPPIST, c'est que c'est un système qui était découvert par des télescopes au sol. Des télescopes belges, qui sont répartis un peu partout dans le monde. Alors, partiellement. C'est-à-dire que, les planètes les plus internes du système, donc en fait, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, pour ceux qui sont pas en quelque sorte familiers avec ce système, donc en février dernier, on a découvert, je dis on parce que j'ai participé à cette découverte avec Emeline Beaulemont qui est assise à cette table juste ici, et donc on a participé à cette découverte qui a été menée par une équipe initialement de Belges, de 7 planètes extrasolaires. 7 planètes, vous entendez bien, dans le même système, et qui font toutes à plus ou moins 30% la taille de la Terre. Alors on les voit là, hein, sur la page numéro 3, vous voyez cette étoile TRAPPIST 1, et à droite, on voit les 7 planètes qui gravitent autour de TRAPPIST 1. Alors effectivement, comme le mentionne Michel Viseau, les 3 planètes internes, ou en tout cas les 2 planètes internes du système, c'est-à-dire les 2 planètes qui sont les plus proches de l'étoile TRAPPIST 1. Donc on les appelle TRAPPIST 1b et TRAPPIST 1c, on les nomme par ordre alphabétique, ont été découverts par des télescopes au sol qui s'appellent les télescopes TRAPPIST, d'où le nom des planètes, d'où le nom du système, d'où le nom de la bière. Effectivement, il faut savoir que, pour la petite anecdote, il se trouve qu'on donne le nom des planètes, le nom que porte le télescope qui a permis de découvrir ces planètes. Donc si vous appelez par exemple votre télescope TRAPPIST, les planètes vont s'appeler TRAPPIST. Si vous appelez votre télescope Qatar, les planètes vont s'appeler Qatar. Et véridique, il y a des planètes qui s'appellent Qatar 1b, etc. Donc, alors, l'atmosphère de ces exoplanètes. L'atmosphère de ces exoplanètes. Qui ressemblent toutes à la Terre. Donc, les 2 premières planètes ont été découvertes grâce à des télescopes situés au sol, et les planètes suivantes, les planètes externes du système, ont été découvertes grâce à des centaines d'heures d'observations combinées entre des télescopes au sol et des télescopes spatiaux, en particulier le télescope Spitzer de la NASA. Et la particularité de ces 7 planètes, c'est qu'elles transitent devant leur étoile, c'est-à-dire qu'elles ont le bon goût de passer exactement entre le disque lumineux de leur étoile TRAPPIST 1 et nous, observateurs sur Terre. Ce qui veut dire que quand ces planètes passent devant leur étoile, elles vont cacher une fraction de la lumière émise par cette étoile-là, et donc c'est par ce biais, par cette méthode-là, qu'on a été capable de découvrir ces 7 planètes. Et comme ce système TRAPPIST 1 orbite autour d'une étoile qui est extrêmement froide, en quelque sorte, ce système réunit les conditions idéales
pour détecter ces 7 planètes qui font la taille de la Terre. Une étoile froide, ça veut dire une étoile qui brille relativement peu. Tout à fait, c'est une étoile qui est extrêmement peu lumineuse par rapport au Soleil. Et donc, quand une petite planète passe devant, elle cache assez efficacement une partie de la lumière de l'étoile, ce qui fait qu'on arrive à déterminer son existence. Exactement, tout à fait. Et donc, ce qui donne vraiment l'intérêt à ce système, c'est que, donc, comme je vous l'ai expliqué, on a détecté ces planètes-là parce qu'elles passent devant le disque lumineux de leur étoile, mais ce qu'il faut savoir, c'est que leur atmosphère également passe devant le disque lumineux de leur étoile. Et donc, par la même manière qu'on a été capable de détecter ces planètes, on va être capable de mesurer exactement la fraction du disque de la lumière émise par TRAPPIST-1, cachée par l'atmosphère, à différentes longueurs d'onde ou à différentes couleurs. Et par cette technique qu'on appelle la spectroscopie de transit, on va être capable de sonder l'absorption des différentes molécules présentes dans l'atmosphère, si bien sûr atmosphère il y a autour de ces planètes. Donc s'il y a une atmosphère et que la petite planète passe devant l'étoile TRAPPIST-1, la lumière de TRAPPIST-1 va passer à travers cette atmosphère pour arriver jusqu'à nous, et donc il va y avoir la signature des molécules présentes dans cette atmosphère dans la lumière venue de l'étoile. Et on est capable d'analyser, grâce à la spectrométrie, on est capable d'analyser cette lumière pour savoir finalement quels sont les éléments qui ont produit cette lumière et à travers quoi c'est passé. Tout à fait. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable déjà, est-ce que vous avez déjà des éléments, est-ce que vous êtes aujourd'hui capable de dire, voilà, la première exoplanète, la deuxième, etc., elle a ça dans son atmosphère ou pas encore? Alors pour l'instant, ce qu'on a été capable de dire, c'est cette atmosphère n'est pas composée de ça. Et ça, c'est une atmosphère épaisse d'hydrogène. Il se trouve qu'il y a eu des observations qui ont été faites il y a moins d'1 an par le télescope Hubble, donc vous connaissez probablement tous l'existence, qui ont montré que si ces planètes avaient été dotées d'une atmosphère épaisse d'hydrogène, il faut savoir que l'hydrogène est très léger, donc une atmosphère d'hydrogène est extrêmement étendue, alors on aurait dû être capable de le voir en quelque sorte avec le télescope Hubble. Et donc les premières contraintes qu'on est capable de dire, c'est qu'avec peu de chance, ces planètes ont une atmosphère d'hydrogène. Maintenant, donc avec peu de chance, il est peu probable qu'elles aient une atmosphère d'hydrogène. Mais pour en savoir plus, il va falloir attendre 2-3 ans que le télescope James Webb, qui est en quelque sorte pas vraiment le successeur, mais qui prend la suite du télescope Hubble, pour en savoir plus et analyser des molécules qui sont un peu plus lourdes, par exemple comme le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, voire même potentiellement l'ozone, par exemple. Michel Vizot qui voudrait prendre la parole. Oui, juste, le James Webb Space Telescope, c'est un très grand télescope qui est fabriqué en coopération entre les États-Unis, qui est le gros donneur d'ordre, le Canada, l'Europe et encore d'autres pays, et qui sera lancé donc théoriquement fin 2018, donc l'année prochaine, juste après le premier mardi de l'espace de l'année prochaine, probablement, par une Ariane 5 à partir de Kourou. Et donc c'est vraiment le nombre de personnes qui attendent que le James Webb soit lancé, qui veulent travailler avec, il y en a déjà au moins 300 en France. Donc peut-être 2000 aux États-Unis et je ne sais pas combien ailleurs. Il se trouve que, peut-être je pourrais ajouter un mot, il se trouve que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des plans d'observation qui sont prévus pour le système TRAPPIST-1. Donc on est déjà sûr qu'il va y avoir des observations qui vont être faites pour les planètes qui sont les plus proches de l'étoile du système TRAPPIST-1. On voit aujourd'hui des traces d'eau liquide à la surface de Mars. Et donc on se demande si dans son enfance Mars ne ressemblait pas à la Terre, s'il n'y avait pas d'eau liquide et donc si de la vie n'a pas pu apparaître. Peut-être qu'on peut. Vous êtes venu justement avec une petite planche là qu'on pourrait regarder. Des traces d'eau liquide sur Mars. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces images? Alors là, vous avez 4 différentes images de 4 expressions totalement différentes de l'eau liquide qu'on a pu avoir durant l'histoire de Mars. Si vous allez dans l'image tout en bas à gauche, vous avez une image d'un réseau fluviatile très développé. Donc réseau fluviatile. C'est-à-dire alors, un fleuve. C'est un fleuve. Voilà, d'accord. C'est un fleuve qui est assez complexe parce qu'il y a plusieurs branches par laquelle l'eau liquide est arrivée à la surface et a creusé la surface et a creusé ce qu'on va appeler donc le réseau fluviatile. Et plus vous avez d'eau, plus vous pouvez créer un réseau complexe, plus vous pouvez creuser de tranchées en quelque sorte à la surface, et c'est ce que vous avez donc dans la période la plus primitive de l'histoire de Mars. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces terrains qu'on a datés sont datés d'environ 4 milliards d'années, donc c'est extrêmement vieux. Si vous voulez trouver des roches de 4 milliards d'années sur Terre, ça va être très difficile. Vous avez très peu de roches sur Terre qui ont cet âge-là. Donc ça laisse penser que ce réseau fluviatile s'est créé il y a 4 milliards d'années nécessairement ou pas? Ou qu'il s'est créé dans un sol
qui date, lui, de 4 milliards d'années. Le sol a arrêté de changer, en quelque sorte, après 4 milliards d'années. Donc forcément, le réseau fluviatile a au moins 4 milliards d'années. Voilà, il peut être plus vieux que ça. Et donc, c'est une des traces les plus anciennes d'eau liquide qu'on peut avoir sur Mars. Si vous allez dans l'image juste à la droite, tout en bas, vous avez une autre figure qui s'est créée avec de l'eau liquide à la surface de Mars. Donc ça prend un peu la forme d'une larme, donc c'est en relief en fait, ce que vous avez au centre de l'image. Donc c'est exactement le nom qu'on donne en anglais, c'est drop, donc c'est une larme, ça a la même forme et c'est créé par un écoulement d'eau liquide, encore une fois, mais cette fois très ponctuel dans le temps, ça dure très peu de temps, et vous avez énormément d'eau liquide qui arrive et qui creuse ce genre de choses à la surface de la planète. Là, ça donne l'impression que c'est en relief alors que c'est creusé au contraire. C'est en relief ici. Ce que vous avez au centre de l'image, c'est en relief. Vous avez une surface un peu plus résistante au centre. Et donc tout ce qui est autour a été creusé. Ah, ce qui est autour, d'accord, c'est ça. Voilà. Et donc vous avez un relief qui reste au centre. Et donc ça, c'est quelque chose qui se passe quand vous avez une énorme quantité d'eau liquide qui est relâchée très rapidement à la surface. Et ça s'est formé un peu plus tard que ce dont on a parlé juste avant. Et ça montre que déjà on a eu un changement sur Mars, on a eu une évolution. L'eau, elle était stable à l'état liquide, mais de façon ponctuelle un peu plus tard dans l'histoire de Mars. Si vous avez le même genre de choses qui s'est formé, si vous avez l'image juste au-dessus, à droite, c'est pareil, c'est un endroit où donc, ce que vous avez au centre de l'image cette fois-ci, ça a été creusé, c'est un trou. Et donc c'est de l'eau qui a été relâchée de façon subite, encore une fois, de façon ponctuelle, dans la subsurface, en dessous de la surface de Mars. Vous avez une grande quantité d'eau qui est venue, qui a arraché une énorme partie de la surface et qui a creusé cet énorme chenal que vous avez. Donc c'est un chenal et qui s'élargit à la fin, c'est ça Là où ça fait 30 km. Ah, c'est le début. Là où c'est 30 km, c'est le début. Vous imaginez, vous avez 30 km de la surface qui a été arrachée par une arrivée d'eau ponctuelle. Mais comment on explique l'arrivée d'eau d'un seul coup à cet endroit-là? C'est une bonne question. D'accord. Non, mais ça pourrait être quoi que ça pourrait être... Merci Paul. Mais oui, au moins je sers à quelque chose. Alors, c'est là que je dois parler à mon collègue, parce qu'il nous faut un phénomène qui, subitement, permet à l'eau de fondre, ou qui était sous forme de glace par exemple, et qui fond très rapidement pour se retrouver à l'état liquide. Et pour ça, on a besoin de comprendre ce qui se passe dans le climat de la planète, et c'est pour ça qu'on peut parler par exemple à mon collègue qui essaie de comprendre comment fonctionne le climat de Mars. C'est là qu'on a collaboré, que moi, étudiant uniquement la surface de la planète, je ne suis pas capable de comprendre comment cette eau liquide est arrivée à l'état liquide subitement et pour créer ce genre de choses. On comprend comment ça peut se former, mais pas pourquoi ça peut se former. Ouais. Alors ensuite on a en haut à gauche, là c'est... En haut à gauche, donc ça c'est les traces les plus récentes qu'on a d'eau liquide à la surface de la planète. Donc j'ai marqué ce qui se passe depuis 3 milliards d'années, donc on sait que c'est des choses qui se forment récemment, entre guillemets. Depuis 3 milliards d'années c'est quand même assez vieux, mais c'est des choses qui se forment encore aujourd'hui à la surface de Mars. Aujourd'hui encore on a des formes comme ça, hein. On voit apparaître des espèces de longues coulures. Donc on dit souvent que la planète Mars est une planète morte parce qu'on ne voit pas grand chose se passer, mais en fait on voit ce genre de choses se passer. Alors comment ça se crée? Alors si vous regardez sur les pentes de terrain à la surface de Mars, si vous regardez ce qui se passe entre midi et 2h de l'après-midi au soleil, il va faire plus chaud. Et si vous êtes vers l'équateur, c'est là qu'il fait encore plus chaud. Donc vous allez avoir des conditions qui permettent à l'eau d'être liquide dans ces conditions et qui vont créer ces petits chenaux qu'on voit un peu plus sombre sur l'image. Donc ça va creuser un petit peu la surface, donc c'est des tailles beaucoup plus réduites que ce que vous avez pu voir juste avant sur les autres images. Et je croyais que l'atmosphère de Mars était tellement ténue, tellement peu dense, que l'eau liquide aujourd'hui était quasiment impossible à la surface de Mars. C'est pas ça qu'on dit ? C'est là qu'il y a une astuce. La pression atmosphérique est trop faible. Parce que c'est pas que de l'eau liquide ce que vous avez là, vous avez des mélanges d'eau liquide et de sel. Donc si vous prenez du sel et que vous le mettez dans l'eau, ça va bouillir à une température plus faible par exemple. C'est ce que vous avez à cet endroit-là. Vous avez des mélanges de ce qu'on appelle de saumure, donc c'est des mélanges de sel et d'eau à l'état de glace qui vont se réchauffer au soleil et qui vont pouvoir former de l'eau à l'état liquide. On a besoin d'eau pour fabriquer la vie, donc quand on voit des images comme ça, on est tout excité ou... On est tout excité, on est assez heureux, mais d'un autre côté,
envoyer une mission à cet endroit-là, ça va être assez compliqué parce qu'il y a nos amis de la protection planétaire qui vont nous dire bah, s'il y a de la vie, il vaut mieux pas y aller. Ah oui, parce que s'il y a de l'eau liquide, même de façon comme ça, de 2 heures, pendant 2 heures tous les après-midi, il y a peut-être des petites bactéries qui existent là, des petites bactéries martiennes, mais on ne peut pas y aller voir parce que Michel Viseau vous y empêche. Merci. C'est pas tout à fait comme ça que je présenterai les choses. Premièrement, sachez par exemple que si vous descendez, si vous mettez de la glace pilée avec du sel, vous pouvez descendre jusqu'à moins 20 degrés. Et vous avez de l'eau liquide à moins 20 degrés. Un mélange d'eau salée et de glace devient liquide. Qui a moins 20 degrés. Donc on peut descendre très très bas hein, avec des mélanges de sel et d'eau. Donc on peut avoir effectivement de façon très transitoire sur Mars de l'eau qui s'écoule et puis qui s'évapore en quelques heures ou quelques jours, etc. Il n'y a pas, quand on dit qu'il n'y a pas d'eau sur Mars, il n'y a pas d'eau stable sur Mars. On n'a pas une mer, une flaque d'eau qui va rester pendant des centaines ou des dizaines, même des centaines d'heures comme ça exposée à l'extérieur. La protection planétaire sont 2 choses. On peut y aller, mais pas comme ça, pas n'importe comment. Le but de la protection planétaire, c'est, quand on va sur un corps céleste, c'est de s'assurer que l'on ne va pas changer ce corps céleste en introduisant des micro-organismes de la Terre qui pourraient vivre dessus et changer l'environnement. Pour des raisons scientifiques, parce qu'une fois que j'ai foutu des bactéries partout, s'il y a 3 bactéries martiennes qui existent quelque part, je ne vais pas pouvoir les détecter. Donc ça, c'est la première chose. Après, je ne vais pas en parler plus, si on va chercher des échantillons dans ces parties-là, avec quelque chose de très stérile, d'hyper stérile, des précautions partout, je vais prendre des échantillons, je vais les mettre dans un petit récipient, je vais les rapporter sur Terre, et je ne vais pas dire « Oh, c'est rigolo, c'est marrant, tiens, oh !» Non, on va les mettre dans un laboratoire très sécurisé pour être sûr que si par hasard il y a une forme de vie martienne qui existe, elle ne se disperse pas dans la biosphère terrestre. Donc, on n'interdit rien, mais on prend des précautions parce que les scientifiques, jeunes ou vieux, sont parfois un peu fous. J'ai l'impression que c'est vous qui tenez les rênes là plutôt et qui dites attention là les jeunes, ok c'est bon la créativité mais attention quand même. Adrienne, merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous vous intéressez aux extrémophiles, donc ces formes de vie bactériennes tout à fait extraordinaires parce que ce sont des bactéries qui sont capables de survivre dans des environnements extrêmement complexes, difficiles. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'extrémophiles ? Alors, exactement dans les mêmes conditions que Benjamin est en train de décrire, dans les environnements avec beaucoup de sel. Alors, si on regarde les environnements avec beaucoup de sel, on a sur la Terre des exemples. Alors, vous avez dans le petit paquet là, sur la page 8, il y a des exemples de la vie qui peuvent exister sur Terre dans une concentration de sel extrêmement forte. Alors, par exemple, si vous allez vers Majorque, Tunisie, vacances super, vacances de rêve, on voit l'eau qui est très salée, il y a des sites de récolte du sel, ils sont souvent en couleur rose. Et voilà, dans le paquet, on sait pourquoi. Alors, il y a 2 raisons. Première raison, c'est qu'il y a certains minéraux avec une couleur rose. L'autre, c'est la présence des micro-organismes. Micro-organismes qui sont présents, qui survivent dans les conditions avec beaucoup de sel et qui sont capables de sécher et être réhydratés normalement dans leur cycle de vie. Alors, attendez, parce que normalement, pourquoi est-ce qu'une bactérie ne peut pas vivre dans le sel? Quel est le problème? Je ne vois pas, moi. Dans le feu, ça j'imagine, je comprends. Sous terre, à des kilomètres sous terre, les pressions sont extrêmement fortes, je comprends. Mais le sel, où est le problème? Le sel, le grand problème, c'est qu'il faut avoir un petit équilibre entre l'intérieur des cellules et l'extérieur. Alors, quand il y a trop de sel à l'extérieur, les cellules donnent toute l'eau dans l'intérieur de leurs cellules à l'extérieur. Alors, c'est complètement sec. Elles sont plus vivantes. Alors, on parlera du sel d'Himalaya après. Mais allez-y, je vous en prie, oui. On a des exemples des organismes qui sont capables. Alors, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai préparé. Et ça, c'est des cristaux qu'on trouve, des cristaux de sel. Bon, juste du sel normal qu'on trouve sur les tables, ça. Et c'est de couleur rose. Pourquoi?
il y a des organismes, des micro-organismes dedans, et le couleur rose, c'est la crème solaire. Et ça, c'est le système de protection. Alors on peut comparer... Qu'on se comprenne bien, ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris du sel, et vous avez mis dedans des extrémophiles, qu'on appelle halophiles, c'est-à-dire qui aiment le sel, c'est ça? C'était un mélange des halophiles dans un milieu avec énormément de sel, et j'ai simplement séché. D'accord. Et on a des cristaux de sel avec des halophiles dedans. D'accord. Et si on peut le faire passer, on peut le faire passer, ça? Oui, bien sûr. Voilà. Mais elle voudrait le récupérer. Hein. Et si on compare avec ça, c'est le sel rose que j'ai acheté à Bio C'est Bon. On voit exactement la même chose. On a les sels roses. Le sel rose. Alors, il y a potentiellement les organismes dedans. Pas inquiéter, c'est rien de dangereux, on peut manger, c'est juste une source de protéines supplémentaires, tout va bien. Mais vous pouvez voir dans le petit paquet, voilà, on a les cristaux de sel qui sont blanches, ça c'est les sels. Alors ça c'est en bas à droite, hein, en bas à droite. Et après, les mêmes cristaux de sel roses, et ça c'est avec les micro-organismes dedans qui donnent cette couleur là. Bon, avec des extrémophiles, hein, là quand c'est rose, ça veut dire qu'on a des halophiles dedans. Et ça, pour les chercheurs comme moi qui étudient la vie dans les environnements extrêmes, quand je vois les images que Benjamin vient de montrer de Mars avec les environnements avec beaucoup de sel, on pense tout de suite à ça. Est-ce qu'on peut avoir des organismes vivants dans les cristaux de sel? Mais attention, il a bien dit, ça date de bien longtemps l'eau. Alors il faut savoir combien de temps les organismes sont capables de survivre dans ces cristaux. Et c'est ça qu'on ne connaît pas pour l'instant. Combien de temps ils sont capables de survivre. Ça c'est le grand problème. Alors il y a des gens, donc vous avez bien compris que dans ce sel rose qui vient de l'Himalaya, il y a dedans, si les roses c'est parce qu'il y a des extrémophiles, des halophiles hein, qui sont à l'intérieur. Alors ils datent de quand ces halophiles? Ils ont quel âge? Quand est-ce qu'ils sont? Il y a des dates différentes, et ça c'est là qu'est la grande controversie, parce que c'est extrêmement difficile de mettre une date sur les organismes vivants. Sur les roches, c'est beaucoup plus simple, on peut identifier l'âge des roches, mais exactement à quel moment les micro-organismes étaient inclus dans ces cristaux de sel, ça c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Il y a des gens qui disent que des halophiles peuvent vivre 1 million d'années, ça a été dit, mais... C'était dit, alors le record, il y avait quelqu'un qui a montré l'hypothèse qu'ils ont trouvé des sels avec des organismes vivants dedans qui datent de 250 millions des années. On a trouvé des cristaux de sel qui ont cet âge-là, n'est-ce pas? C'est les cristaux de sel. Alors, le grand controversie. C'était au Mexique? Il y avait en Mexique, il y avait aussi en Autriche, dans les mines de sel en Autriche. Alors, maintenant, il y a un grand débat sur l'âge de ces échantillons-là et est-ce que les organismes vivants dedans datent du même âge que le sel ou pas. Alors, ça, c'est une grande controversie. Donc, on a des halophiles, les thermophiles. Alors, vous allez me dire, thermophiles, c'est quoi? Thermophiles, les organismes qui sont capables à survivre à haute température. Alors, sacrophile. Basse température. Antarctique. Xérophile. Dans les conditions avec très desséchées. Pas beaucoup d'eau. Pas beaucoup d'eau, très sec, les déserts. Très sec, les déserts. Acidophile. Dans les milieux acides, pH très bas. Mais très très acide, c'est-à-dire je mets mon doigt, je me brûle? Oui, très très acide. Alors le bon exemple de ça, c'est au parc Yellowstone cette année, il y avait les gens qui ont randonné exactement quand c'est marqué, il ne faut pas randonner ici parce qu'il y avait des sources chaudes, acides, et je crois le lendemain ils ont trouvé une moitié d'une crâne et une chaussure. Non. Voilà. C'est quoi cette histoire? Il y avait des crocodiles aussi à Yellowstone, non? Alcaphile. C'est pH alcaline, alors pH très élevé. Très élevé, d'accord. Barophile, chiésophile. Barophile et piézophile, c'est haute pression, c'est profondeur de l'océan, tout en bas de l'océan. Alors à quelle profondeur? Alors on a trouvé des organismes qui étaient jusqu'à 1 km de profondeur. D'accord. D'accord, donc vraiment des extrémophiles. Alors, pourquoi, quel est le lien, pourquoi est-ce que ça vous intéresse, ces extrémophiles, dans cette relation avec l'origine de la vie sur Terre, et puis aussi avec cette recherche de la vie extraterrestre? Parce que ça nous permet de voir des conditions qui sont hors du commun. Quand on parle de les environnements que nous on aime, on est dans des conditions très restreintes. Alors, si on parle des extrémophiles, on a la possibilité de voir des conditions qui peuvent existé à l'origine de la vie sur Terre, il y a plus de 4 milliards d'années sur Terre, et des conditions qui existent
actuellement sur d'autres planètes. Alors, si on comprend comment les organismes sont capables de survivre dans ces environnements, on peut imaginer, est-ce que ça c'est un bon site de chercher pour la vie ailleurs? Est-ce que ça c'est une possibilité? Et c'est pour ça qu'on regarde même les organismes vivants et aussi les organismes fossilisés aussi. Les organismes fossilisés. Michel Viseau, alors... On interroge le fossile. Hein. Bon, allez, le fossile, ouais. C'est le moment de discuter avec le fossile. Il y a une notion dont on parle beaucoup, c'est la zone d'habitabilité. Alors on explique que c'est la zone autour d'une étoile, donc on reparle des exoplanètes, hein, je reviens aux exoplanètes, donc c'est la zone près d'une étoile qui est suffisamment loin de l'étoile pour que l'eau ne bout pas à sa surface et suffisamment proche pour qu'elle soit à l'état liquide. Donc c'est une zone particulière. Plus loin, l'eau est forcément glacée. Plus proche, elle est forcément sous forme de vapeur d'eau. Elle a un intérêt, parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu controversée, cette notion de zone d'habitabilité. Bon, l'habitabilité, c'est une zone qui a été inventée par des astronomes. C'est un bon point, ça. Donc c'est quand même limité aussi. Ah merde. J'adore me faire des amis. Donc, pour simplifier, je prends la Terre avec son atmosphère. Elle a du CO2, elle a de la vapeur d'eau. Et cette Terre, je la transporte par opération de pensée près d'une étoile. Et là, par des calculs de la quantité de chaleur qu'elle reçoit de la part de cette étoile, la quantité de chaleur varie avec le carré de la distance, hein, je détermine une zone où effectivement la température de surface, avec cette atmosphère, devient excessive, si je me rapproche beaucoup, et donc l'eau à 1 bar va se mettre à bouillir et va se transformer sous forme de vapeur. Et donc, à la limite, à un moment donné, j'aurai de l'eau sous forme de vapeur et j'aurai plus d'eau liquide du tout. Et après, on peut dériver sur n'importe quel effet de serre qui augmente, etc. Alors bien sûr, tout n'est pas simple, il y a des calculs plus complexes parce que la vapeur d'eau a un effet de serre, ce qui fait que ça réchauffe plus vite, etc. Donc ça, c'est la limite la plus proche du Soleil, de l'étoile. Chez nous, la limite la plus proche, elle est juste un peu après Vénus, pour simplifier, par le calcul. Vénus ne fait pas partie de la zone habitable. Ouais, elle est juste à côté de la Terre en fait. Elle n'est pas. Alors, les voilà. derniers calculs montrent qu'elle est à 95% de la distance Terre-Soleil. Donc on a 5% de cette limite. Donc on est à la limite et ça va s'aggraver. Ensuite, par la même opération de sensée, je prends la Terre et je la déménage un peu plus loin. Et je l'amène vers, pour simplifier, vers Mars, quoi. Et puis petit à petit, ben là, je reçois beaucoup moins de chaleur. Donc, grosso modo, on reçoit 1000 watts. Sur Terre, on reçoit à peu près... 1350 à peu près. Bon, par quoi Watts par mètre carré. Par mètre carré. Bon. Pendant quelle durée? Non, des watts, c'est par seconde. C'est une énergie par seconde, le watt. Donc c'est des watts. Et si on va vers Mars, on en reçoit 3 fois moins. Voilà. Donc, si on va vers Mars, il n'y aura pas assez d'énergie. Et donc, dans ce cas-là, la température va baisser. La température moyenne de la Terre, elle est de 15 degrés. Sur Mars, on considère qu'elle est de moins 40 degrés. Et donc, bien entendu, à cette température-là, même s'il y a une atmosphère qui permet d'avoir de l'eau liquide, il n'y a plus d'eau liquide. Parce qu'il fait trop froid. Et donc cette zone d'habitabilité, c'est une zone qui n'est pas une frontière extrêmement précise, mais qui donne cette dimension-là. La zone d'habitabilité, elle a un sens, effectivement, pour les astronomes, et lorsqu'on considère les planètes pour leur capacité à héberger une forme de vie en surface, avec une atmosphère. Si on parle de corps célestes, où on aurait, par exemple, une vie sous une couche de glace, et bien la zone d'habitabilité, elle est ailleurs, parce que s'il y a de l'eau liquide quelque part avec suffisamment d'échanges d'énergie, alors on pense à Europa, bien sûr, satellite de Jupiter, on pense à Encelade, il y a des choses semblables autour de Saturne. Dans ce cas-là, on pourrait avoir des zones habitées qui ne sont pas dans la zone habitable autour de l'étoile. Donc voilà, la zone habitable, c'est vraiment une vision anthropomorphique et terrocentrée qui a un sens pour la possibilité d'une vie en surface. Pour la vie en surface, d'accord. Okay. Let's go. Moi,
ce que j'aime chez Bio, c'est bon. C'est acheté, je vous le donne en 1000. Du sel rose, oui, ça c'est bon. Je suis un allophile. Fil. Ah oui? Un allophile fil, quoi. Parce que j'aime les allophiles. Il aime les allophiles, c'est l'allophile. D'accord, d'accord, absolument. Bonjour, alors, comme vous avez parlé d'anthropomorphisme, je me permets de rebondir sur la question qui est qu'est-ce qu'on a à craindre de la vie extraterrestre ou d'une éventuelle vie, la vision qu'il faudrait isoler complètement les vies. Voilà. Il y a tout un débat sur ça, philosophique, hein, voilà. C'est un peu cet avis-là. Et puis de manière, peut-être pour les trois experts, hein, plus technique, question autour des comètes, l'origine de la vie sur les comètes, et derrière ça, est-ce que vous travaillez autour de tout ça aussi? Est-ce que les comètes ont pu jouer un rôle dans l'apparition de la vie? Alors ces bactéries n'ont jamais rencontré l'homme, donc elles ne sont pas adaptées à lui, donc on peut s'imaginer qu'il n'y aura pas vraiment d'échange avec lui, non? Il y a toute une hypothèse sur l'origine de la vie qui vient de l'espace. Alors on parle des comètes là. On parle des comètes là, d'accord. Comètes, météorites, tout ça. Alors ça, le nom pour ça c'est lithopanspermia. L'idée que la vie arrivait sur les météorites et les planètes. Et il y avait des chercheurs qui ont fait des études sur est-ce que c'était possible que s'il y avait un météorite qui a fait leur atterrissage sur Terre, est-ce que les organismes, s'il y avait des micro-organismes dedans, est-ce que c'est possible qu'ils soient survécus? Et avec les tests, c'est investigeable, c'est possible. Est-ce que c'était le cas? C'est ça, on ne sait pas. Mais juste avec l'idée d'un impact, ça peut survivre, les organismes peuvent survivre à un impact. Alors après, on sait sur certaines météorites, comme il y a une météorite du Zag, et il y a des cristaux de sel, je trouve. Alors, il y a des cristaux de sel avec les inclusions fluidiques dedans. On n'a pas trouvé des inclusions fluidiques, c'est des petites cavités avec du fluide, de l'eau dedans. Il y a juste un tout petit bout d'eau dans le sel, cristaux de sel. On n'a pas encore trouvé des organismes vivants dedans, mais c'est exactement le même type de cristaux de sel qu'on trouve ici. Alors, c'est possible, mais on n'a pas encore trouvé quelque chose qui met ça en réalité, qui dise voilà, on a la vie dans la météorite. Alors, ça reste une question, mais on a des astuces que c'est possible. Est-ce que c'est probable? Ça, c'est une autre question. Possible. La vie sur les comètes, c'est possible. Bon. Alors, je vais essayer de répondre à la question de façon... À laquelle? Alors, la deuxième question, mais qui va répondre en même temps à la première. Non, la première question qui va répondre à la deuxième. Là, c'est toute ton expérience là, que tu... Alors, la première chose qu'il faut savoir, le problème n'est pas le danger pour l'homme ou pas pour l'homme. Nous ne sommes que des éléments de la biosphère terrestre. Et notre vie n'est possible, comme celle de nos amis les animaux ou des plantes qui décorent notre salon, que parce qu'il y a une biosphère et nous sommes entièrement dépendants de cette biosphère, dont 95% est représenté par des bactéries. Et tout ce que vous voyez ne représente absolument rien quantitativement sur Terre par rapport à la biosphère microbienne. C'est la première chose. Donc, lorsqu'on dit qu'on va importer des échantillons martiens, je parle pour l'instant que d'échantillons martiens, dans lesquels on pense qu'il n'est pas possible qu'il y ait une forme de vie active, actuelle, on ne peut pas le certifier à 100% parce qu'en science, la certitude à 100% elle n'existe pas. Et donc on va prendre des précautions et on va faire comme si ces échantillons étaient dangereux. Il y a deux solutions. Soit on fait rien, on va boire un whisky et puis on dit laissons les martiens chez les martiens, soit on décide de continuer l'exploration et de prendre les précautions que nous dicte la connaissance que l'on a aujourd'hui, raisonnable, et qui font que, en important ces échantillons, en les traitant de façon appropriée, et là on travaille dessus, eh bien, on ne risque pas de disperser un élément inconnu dans la biosphère terrestre. Parce que ça peut être dangereux pour les pingouins, ou pour un colibacille quelconque, ou pour un streptocoque, ou un pseudomonas, et ça risque de poser un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent de ce côté-là. Et donc,
la proposition de rapporter des échantillons martiens, on est au cœur, parce qu'il y a des discussions actuellement, notamment internationales à ce sujet, ça s'accompagne de ces précautions à prendre, et notamment le Committee for Space Research, donc le COSPAR, travaille sur ces questions depuis 10 ans, on y participe en tant qu'agence, avec bien entendu d'autres agences et des scientifiques. Donc ça, c'est la première réponse sur le risque. Après, il y a le risque anthropomorphique. Est-ce qu'une civilisation va nous envahir ou pas? Là, je n'ai qu'une réponse strictement personnelle et qui ne peut pas être étayée complètement par la science. Mais ce que je peux dire... non, mais il faut savoir les choses. Il y a quand même des bases scientifiques derrière. L'évolution que nous connaissons sur Terre, que nous avons connue sur Terre, qui est partie de micro-organismes pour arriver à des organismes plus complexes qu'on appelle les eucaryotes, c'est-à-dire des organismes avec un noyau, qui se sont assemblés et différenciés pour faire des organismes avec des organes, c'est-à-dire des êtres vivants, ce qu'on considère comme des êtres vivants, les poissons, les arbres, etc. C'est une évolution qui est le fruit de deux choses. De milliards de mutations qui apparaissent dans les populations et de milliards de conditions de sélection qui sélectionnent à un moment donné une mutation par rapport à une. Et c'est ça qui a conduit à la biodiversité que l'on connaît, c'est-à-dire aux différents éléments qui existent actuellement sur Terre au sens large, c'est-à-dire grosso modo 10 km en dessous et 100 km au-dessus de la surface. Ces milliards de combinaisons, plus ce milliard de mutations et ce milliard de combinaisons, à mon sens, et c'est là que je sors de la science, il n'a aucune chance de se retrouver ailleurs, quelque part. Parce que pour une bactérie, son univers, c'est les 2 cm qui l'entourent. C'est pas l'univers, c'est les deux. La facteur de sélection, il est sur les 2 cm qui l'entourent. Et c'est pour ça que, autant une vie de micro-organismes est envisageable aussi bien sur Terre que sur les planètes que l'on a découvertes, ou sur Encelade, ou sur... avec des limites, etc. Mais on peut l'envisager, et c'est ce qu'on cherche. Autant le développement d'êtres pensants avec des tentacules, des bonnets, des queues, des pinces, des becs de lièvre, des nez, des trompes, tout ce que vous voulez, mais qui auraient fait des fusées, des machins, etc. Là, on sort de la raison pour entrer dans le rêve, qui est tout à fait légitime au cinéma ou dans les romans, mais qui ne peut pas être actuellement pris en compte dans nos raisonnements scientifiques. Donc, à mon sens, il n'y a pas de danger qu'une civilisation vienne avec ses pinces, ses queues, ses bonnets, ses becs de lièvre nous attaquer. Alors, il y a quand même, Michel Viseau, il y a quand même, on l'a dit, 100 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. 100 milliards, pardon, de planètes dans la Voie lactée. C'est pas beaucoup, ça? Alors, l'histoire des grands nombres, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler parce que quand on parle de milliards, vous pensez à quoi? Vous pensez argent, euros, secondes, je sais pas quoi. Si on pense en molécules, dans la pièce, là, il y a plus de molécules d'oxygène qu'il y a d'étoiles dans les centaines de milliards de galaxies qui nous entourent. D'accord? On dit qu'il y a à peu près, l'ordre de grandeur 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, ça fait, alors on fait des calculs mathématiques 10 puissance 11, il y a 100 milliards de galaxies, ça fait 10 puissance 22 d'étoiles sur l'ensemble de l'univers connu, dans 25 litres d'un gaz qui existe, il y a déjà 10 fois plus de molécules. Donc les grands nombres, c'est relatif à ce qu'on peut considérer. Et puis après, il y a un problème de statistiques. Et donc, quand je dis des milliards de milliards, etc., ben, ça fait quand même que les statistiques restent extrêmement faibles. Donc voilà, donc attention au grand nombre, n'en rêvons pas. D'autres personnes pour discuter avec Benjamin Bultel, Martin Turbet, Adrienne Kish, Michel Viseau. Oui, j'ai une petite question. Tout à l'heure, en fait, on parlait de la précaution de ne pas polluer en fait, avec des micro-organismes terrestres, par exemple un environnement martien où on se pose la question au cas où la vie existe, par exemple.
Mais le problème, c'est que depuis les années 60, plein de sondes ont été envoyées. Alors, est-ce que ça veut dire que chacune de ces sondes ont été stérilisées pour qu'on puisse quand même continuer à se poser la question sur la vie sur Mars, par exemple? Bon, je suis obligé de répondre. Alors, toutes les sondes ont été au moins extrêmement propres. À ma connaissance, la plupart sont arrivés dans des zones qu'on n'appelle pas des zones spéciales, c'est-à-dire des zones où il n'y a pas de risque d'avoir de l'eau liquide pendant des durées significatives. Troisièmement, effectivement, depuis les sondes Viking, par contre, toutes les sondes sont... Alors, stériliser, c'est un mot qui est difficile à utiliser parce que... Bon, stériliser un chat, comme vétérinaire, je sais ce que ça veut dire. Stérile, sur le plan du contrôle alimentaire, je sais, ça veut dire diminuer par 1 million la quantité de microbes qu'il y a quelque part. Mais diminuer par 1 million, s'il y en a 10 millions, il en reste 10. Donc, voilà. Donc, les sondes Viking ont été stérilisées dans la mesure où il y a eu un traitement à la chaleur, et c'est la seule fois où ça a été fait pour que ça soit clair et net. Actuellement, pour ExoMars, pour Mars 2020, pour Curiosity, on a mis des normes en nombre de sports, avec un nombre de sports absolument minimal, puisqu'on est de l'ordre de moins de 100 000 spores sur l'ensemble de la surface de l'engin. Le spore, c'est la forme de résistance de certaines bactéries. Il y a beaucoup de bactéries qui n'ont pas ces formes de résistance et qui sont détruites. Alors combien vous en gardez? On en garde 300 000. Donc. Allez, 300 000 sur quoi? Sur l'ensemble? Sur l'ensemble de la surface. D'accord. Et donc chacun a une attribution particulière et doit faire des choses très précises. Chaque instrument doit respecter une norme. Ces spores, on considère que d'abord, on choisit des zones d'atterrissage sur lesquelles, même si jamais ça éclate ou s'il y a un problème quelconque, elles ne puissent pas se multiplier. Parce que la température est de moins 40 et que dans votre congélateur, les spores ne se multiplient pas. Alors moins 40, c'est en dessous de votre congélateur. Hein. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'éléments, etc. Donc on essaie de s'assurer que on diminue au maximum et on va dans les endroits où il n'y a pas de risque de multiplication. Donc, Mars n'est pas parfait, mais la vie terrestre qui a pu se trouver envoyée vers Mars, actuellement, à notre sens et à notre connaissance, avec la connaissance scientifique que l'on a, n'a pas pu se multiplier. Donc, même s'il y avait 50 milliards de spores sur Mars, c'est même pas ce qu'il y a sur vos 10 doigts, quoi. Je veux dire, bon... Voilà, et elles n'ont pas fait plus que ce sport. Bonsoir. Moi je voulais savoir, on dit souvent que c'est nécessaire d'avoir de l'eau pour avoir de la vie. Alors, en fait je me demandais pourquoi justement on disait ça. Alors, parce que j'imagine qu'on dit ça parce que c'est pour avoir de l'eau, de la vie pardon, au sens où on la connaît sur Terre. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager autre chose? Et on dit même qu'il faut de l'eau liquide. Hein. Alors, le raison pour laquelle l'eau, c'est vraiment un critère essentiel pour la vie, c'est en fait, c'est la partie chimie. Alors, toutes les réactions, toutes les choses nécessaires, les batteries des cellules, tous les échanges des électrons, tout ce que les cellules font, c'est à la base de l'eau qui leur permet toutes les molécules de bouger dans les cellules, de faire un échange. Sans l'eau, on ne connaît pas un autre mécanisme qui permette la vie de continuer comme on connaît. Et les seules choses qu'on va chercher pour la vie ailleurs, c'est des choses qu'on connaît. On peut rêver et imaginer d'autres choses, mais en fait, on ne peut pas détecter autre vie que la vie qu'on connaisse déjà. Alors, la vie qu'on connaisse est limitée par la présence d'eau pour les formes actives. Mais comme Michel a dit, il y a des formes inactives, comme des spores, qui résistent à la dessiccation. Peut être complètement sec. À l'absence d'eau. Et c'est absence d'eau, mais c'est encore vivante. Mais c'est pas actif. Il faut l'eau pour être régénérée dans une forme active après. Alors, c'est vraiment une idée de la chimie pour recharger les batteries des cellules quand on a besoin d'eau. J'ajouterais aussi que l'eau est extrêmement présente dans l'univers. C'est-à-dire que l'eau, c'est un solvant extrêmement particulier.
il est polaire, ce qui lui donne des propriétés tout à fait particulières, qui fait qu'il soit liquide à la température ambiante, alors que des composés de même nature, moins polaires, ne sont pas liquides à la température ambiante. Donc ça, c'est la première chose. Donc effectivement, c'est la température dans laquelle les réactions chimiques se produisent les plus facilement, entre grosso modo 0 et 150 degrés, pour simplifier. Donc on n'a pas tellement de solvants qui soient liquides dans ces circonstances. La deuxième chose, c'est que c'est le composé parmi les plus fréquents dans l'univers. Donc on peut... Alors les gens rêvent d'avoir de la vie dans de l'acide fluorhydrique, d'accord, mais où dans de l'ammoniac liquide, c'est pas si fréquent que ça, les conditions de stabilité de l'ammoniac. Et on voit pas très bien où ça pourrait exister dans les conditions qu'on connaît sur les planètes et dans tous les modèles que font les gens en modélisation. Hein. Et maintenant qu'on fait avec des ordinateurs, ils vous inventent une planète océan, avec l'océan à ammoniac, mais les conditions n'existent pas, on ne sait pas les faire. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on part de l'eau. Et on part aussi du carbone, parce que c'est aussi un des composés les plus répandus dans l'univers, en abondance dans l'univers. Hein. Et puis, quand on regarde, quand on prend comme prétexte que pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait des réactions nombreuses qui puissent s'enchaîner les unes avec les autres, donc avec des molécules un peu complexes. Et les molécules complexes, il faut qu'elles aient une forme tridimensionnelle. Une forme tridimensionnelle, c'est plutôt facile avec quelque chose qui a 4 liaisons covalentes, donc des choses qui... le carbone, la silice, le plomb, le germanium, etc. Ben, le plomb et l'étain, donc c'est ça la colonne où il peut y avoir 4 liaisons ensemble. Ben, il se trouve que le plus réactif c'est quand même le carbone et que l'étain ben, c'est pas réactif, c'est pour ça qu'on fait des pots avec. Le plomb c'est pas réactif, on fait des tuyaux avec. Le germanium il n'y en a quand même pas beaucoup. Et la silice ben, c'est les rochers sur lesquels vous marchez, quoi. Donc ils réagissent pas trop. On a une question de Twitter qui demande si la terraformation de Mars est possible avec les technologies actuelles. Ah oui, parce qu'on a on a une table ici de tweetos, hein. On a des tweetos qui sont ici et qui racontent tout ce qu'on est en train de se dire sur Twitter. Et vous pouvez participer vous-même avec le hashtag CNESTweetup. CNESTweetup. Allez, on se lance pour répondre. Benjamin Bultel. Terraformer Mars... Il faut rappeler ce que c'est d'abord, terraformer. Alors terraformer, c'est transformer une planète pour qu'elle ressemble à la Terre. Alors oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là? Parce que déjà il n'y a pas tellement d'atmosphère. Déjà il faudrait la réchauffer. Ouais. Et le meilleur moyen c'est d'avoir un effet de serre. Donc ce qu'on n'aime pas trop faire sur Terre en dégageant beaucoup de CO2 pour avoir un effet de serre, on aimerait bien le faire sur Mars. Il y a déjà du CO2 mais il n'y en a pas beaucoup. Donc l'atmosphère terrestre c'est 1 bar de pression. L'atmosphère sur Mars c'est 6 à 7 millibars à peu près. Ah oui. C'est extrêmement réduit, donc il faudrait beaucoup plus. Il faudrait mettre beaucoup de CO2, il faudrait peut-être polluer sur Mars. On ne peut pas exporter notre CO2 vers Mars? Ah oui, bonne idée, ouais. Ça va être compliqué. Si on arrive à le stocker et à l'envoyer, pourquoi pas. Il y en a peut-être qui est stocké déjà sous forme de glace, puisqu'il y a de la glace de CO2 sur Mars. Il faudrait la faire fondre, et puis, mais surtout il faudrait réussir à la conserver. Parce que Mars, si elle n'a plus d'atmosphère aujourd'hui, c'est parce qu'elle l'a perdue. Et donc elle ne peut pas la conserver parce qu'il faut un champ magnétique pour protéger cette atmosphère, pour pas qu'elle ne s'échappe avec le vent solaire. Donc, Mars n'a pas réussi à la conserver naturellement, donc il faudrait un mécanisme pour pouvoir conserver ça. Donc il faudrait faire en sorte que Mars ait un champ magnétique. Il faudrait fabriquer un champ magnétique à l'échelle d'une planète. D'accord. Allumer le cœur, ouais. Allumer le cœur de la planète. Donc bon, le faire ça va être très compliqué. Je ne sais pas si on va nous autoriser à le faire. Est-ce qu'on nous autoriserait à terraformer Mars? Alors, moi je suis beaucoup plus... alors, il est très prudent, hein. Mais bon, c'est rare, pourtant généralement c'est la jeunesse qui enthousiasme. Bon, moi je suis... Arrêtons les conneries. Non, on ne terraforme pas Mars. Actuellement, c'est quelque chose qui est inconcevable. Et pour des raisons très simples. C'est que avec ce que l'on connaît, et même avec ce que l'on suppose, il n'y a pas la matière. Pour avoir une atmosphère, il faut de l'oxygène, il faut de l'eau, il faut être capable de transformer cette eau en oxygène, il faut du CO2, il faut de l'azote. Il n'y a pas d'azote. Il y a 0 azote sur Mars, c'est bien le problème. On ne sait pas où elle est passée, elle est partie.
n'y a pas d'eau. L'atmosphère terrestre est principalement composée d'azote. 80% d'azote, et ça ne sert pas qu'à faire de l'atmosphère. On dit que l'azote, ça ne sert à rien. Je vous signale quand même qu'on appelle des acides aminés, parce que dedans, il y a une amine, et que l'amine, c'est de l'azote. Hein, et que le problème des nitrates et des nitrites, c'est pas des problèmes en Bretagne, mais c'est quand même ce qui est fondamental pour les plantes. Hein. Vous n'avez pas de plantes s'il n'y a pas de nitrates et de nitrites. Hein. Donc, il y a quand même quelqu'un qui s'appelle Elon Musk, qui est le patron de SpaceX, le patron de Tesla. Lui, il a envoyé des fusées dans l'espace hein, avec son lanceur Falcon. Il a des projets extraordinaires de colonisation de la planète Mars. Et lui, il dit, mais si on va terraformer Mars, qu'est-ce que vous lui répondez? Mais arrêtons les conneries, pareil, il n'y a pas de raison que je change de discours avec Elon Musk, avec les autres. Il n'y a pas... Je veux dire, voilà, point. À un moment donné, on a une responsabilité. Alors moi, je ne suis pas un véritable scientifique, mais enfin, je me considère un peu comme scientifique. Et les scientifiques ont une responsabilité. Et la responsabilité, c'est d'échapper au mode. On n'a pas forcément la vérité, mais normalement on est capable de synthétiser les connaissances, de les présenter et de dire qu'à partir de ces connaissances, il y a des choses qu'on a peu pensé faire, il y a des choses qu'on a le droit de faire, et il y a des choses qu'on ne peut pas penser faire. Essayer de vendre qu'on peut faire n'importe quoi sur Terre pour aller terraformer Mars, et quand la Terre sera pourrie, aller là-bas, pour moi c'est criminel. C'est pire que ça, c'est pas un fantasme, c'est pas des rigolos, on peut s'amuser, on a le droit de s'amuser tant qu'on veut. Mais là, dire ça c'est criminel, parce que, je le répète, c'est un des leitmotifs de toutes mes présentations, de toutes mes interventions, il n'y a qu'un seul vaisseau spatial pour la biosphère terrestre dont nous ne sommes qu'une infime partie, c'est la Terre. Et il n'y a aucune raison d'aller dans un endroit où il y a tout, de quitter un endroit, quitter un endroit puis quitter, pas tous, hein, parce que il n'y a quand même pas tous qui vont aller là-bas. Hein. Quitter un endroit où il y a tout pour aller dans un endroit où il n'y a rien. Et il n'y aura jamais rien. C'est hostile. Donc, arrêtons les conneries. Voilà. Adrienne, vous voulez ajouter un mot? Alors, c'est-à-dire qu'on n'est pas autorisé à envoyer des vaches extrêmement files pour générer l'effet de serre pour faire de terraforming. Je pense qu'elles auraient un problème pour monter l'herbe qui n'existe pas. Dommage. Je voulais vous dire que déjà que je vais me faire beaucoup d'ennemis ici, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, donc merci beaucoup. Ça m'emmerde un peu qu'on s'entende dicter nos ambitions spatiales par un seul homme, en l'occurrence. Et je me demandais, on s'est questionné sur le passé de ce qu'on avait fait sur Mars. Je voudrais me questionner sur l'avenir, notamment au vu de ce qu'on a fait aux précédents écosystèmes qu'on a visités. Est-ce que si en 2022 on colonise Mars comme Elon Musk l'annonce, on risque de détruire un écosystème martien? Attendez. On a des industriels qui se prennent pour des gourous. Bon, on fait partie de la liberté, hein, on a le droit. Je ne sais pas s'il y a un écosystème martien. Il y a un système martien. Et j'essaye d'éviter... Alors, il y a une réflexion éthique sur est-ce qu'on a le droit d'aller faire ci, faire ça, etc. Pour l'instant, c'est pas vraiment pris en compte sur le plan éthique. La protection planétaire, c'est une affaire de scientifiques pour l'instant, qui veut protéger la science à venir. C'est-à-dire qu'on ne veut pas empêcher de faire les découvertes fondamentales. Est-ce qu'il y a une deuxième apparition d'une forme de vie quelque part? Et donc on ne veut pas empêcher ça. Après, le droit du microbe martien n'est pas vraiment, du micro-organisme martien, n'est pas vraiment envisagé comme, bon, on ne s'interroge pas quand on stérilise une boîte de conserve pour savoir si les pauvres bactéries qui étaient dedans, c'est dangereux ou pas. Je veux dire, même si c'est des légumes, hein, je veux dire, même les véganes, ils stérilisent en boîte de conserve s'ils mangent des boîtes de conserve. Pourtant, dedans, il y a des bactéries, des êtres vivants. Donc, bon, alors, faut... Bon. Donc, je veux dire, cet aspect éthique ne se pose pas vraiment en termes de préserver une population ou une population microbienne qui n'existe pas, je veux dire, bon, enfin qui existe ou qui n'existe pas. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas le moindre élément qui permette de penser qu'elle existe. La seule chose qu'on peut dire sur la possibilité d'une vie présente, actuelle sur Mars, c'est on ne peut pas dire que ça, on ne peut pas affirmer à 100% que c'est impossible. Mais on est sûr qu'il n'y a pas des martiens avec des lunettes ou des adolescents en train de faire de la Nintendo dans leur chambre. Ça, donc, on est même sûr qu'il n'y a pas
d'organismes au sens de plantes ou d'organismes pluricellulaires avec des organes différenciés. La seule chose qui serait envisageable, ce serait effectivement des micro-organismes de type extrémophile, hein, qui survivent ou qui se développent dans des conditions extrêmement sèches, extrêmement salines, à l'abri de la lumière, etc., des autotrophes. Bon. Si ça existe, en tout cas, les éléments les plus capables de se reproduire sur Terre sont pratiquement incapables de se reproduire sur Mars, en tout cas pas de façon abondante, avec les températures qui existent actuellement et les conditions qui existent. Donc on pourrait éventuellement rentrer, les organismes terrestres pourraient rentrer dans des conditions très particulières en compétition à un moment donné, mais on les voit mal, enfin là c'est la microbiologiste qui devrait parler, mais on les voit mal envahir une niche écologique martienne. Alors, les organismes qui ont le plus de chances pour être... S'il y a des micro-organismes existants sur Mars, c'est probablement souterrain. Et c'est là que... Parce que la surface est extrêmement hostile. Hein. Extrêmement hostile. Alors, ils sont exposés à des rayonnements ionisants que nous, on n'est pas exposés à cause de la magnétosphère, ozone. Tout ça n'existait pas sur Mars. Alors, les organismes sont exposés à UVC, des rayonnements gamma, d'autres rayonnements solaires qui sont extrêmement dangereux pour ADN, les autres molécules. Alors, le plus de chances pour trouver, si il y a des organismes vivants, ils sont probablement souterrains. Et en ce cas-là, oui, c'est pas vraiment un écosystème, c'est plus des réminents de la vie qu'on cherche. Alors, c'est pas vraiment un écosystème, mais même moi, dans cet aspect-là, avec mon chapeau de microbiologiste, j'aimerais bien trouver ces petites microbes un jour. Et si on a des colonies sur Mars, c'est vrai qu'on risque de contaminer les sites. Alors ça, c'est le côté rêve scientifique et la réalité de colonisation. J'aimerais qu'on continue avec vous, Martin Turbet. On peut parler des exoplanètes et de leur diversité. Elle vous étonne, cette diversité? Quand on a 3600 exoplanètes, vous avez l'impression qu'elles sont extrêmement diverses? Ouais, je pense que ce qu'ont montré les observations de ces 20 derniers, il faut bien imaginer qu'il y a 20 ans, on pensait que vraisemblablement le système solaire était unique, c'était extrêmement rare de trouver des planètes, et puis hop, 20 ans, on découvre une exoplanète, hop, et pendant 20 ans, on en découvre 3000, 4000, 5000, et il faut bien imaginer que ces nombres, ils vont exploser dans les années à venir. Et ce qu'ont montré ces 20 dernières années d'observation, c'est qu'il y a une diversité qui est incroyable, non seulement pour les planètes qui sont grandes en taille, celles qui ont la taille de Jupiter ou de Saturne, mais ce qu'on découvre actuellement, c'est que les petites planètes, celles qui ont la taille de la Terre, elles ont l'air aussi d'exhiber une grande diversité. Et donc en fait, je pense que la leçon que nous a appris ces 20 dernières années d'observation, c'est que les exoplanètes sont diverses et le système solaire est juste un point parmi cette grande diversité. Il y a quelque chose d'assez étonnant avec les planètes du système TRAPPIST dont vous avez parlé, c'est qu'elles sont en résonance, si je ne me trompe pas, avec l'étoile, si je puis dire. Oui. C'est ça. Alors ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ces 7 planètes, oui, elles orbitent tellement proches de leur étoile, elles sont toutes incluses entre la distance Terre-Mercure, qui est la première planète, la planète la plus proche de l'étoile. Soleil-Mercure, pardon. Oui, Soleil-Mercure, bien sûr. Qui est la première planète du système solaire, qui est la planète la plus proche du Soleil. Oui. Merci. Et elles sont toutes, les unes à côté des autres, extrêmement proches. Par exemple, si vous étiez positionné maintenant sur TRAPPIST 1D, la 3e planète du système, vous verriez passer TRAPPIST 1C et TRAPPIST 1E à très 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 faible distance aussi, et vous seriez capable, vous les verriez dans le ciel aussi bien, voire même mieux que nous sommes capables de voir la Lune autour de la Terre. D'accord. Donc le système elles sont proches de leur étoile. Exactement. Le système est super compact, et le système est tellement compact que l'orbite des planètes est mutuellement en quelque sorte influencée. Et il se trouve que quand vous avez un système qui est comme ça compact avec des planètes qui sont très proches les unes des autres, ces planètes peuvent rentrer en résonance. C'est-à-dire que leurs orbites vont décrire des périodes ou des années en quelque sorte
qui ont des nombres qui sont, le terme technique est commensurables. C'est-à-dire que les orbites, les années de la planète B et de la planète C vont être des multiples en quelque sorte des orbites de la planète D par exemple. Et chacune des 7 planètes du système trappiste est en quelque sorte bloquée gravitationnellement, liée gravitationnellement avec les autres 6 planètes du système. Et elles présentent toutes la même face à l'étoile, un peu comme la Lune vers la Terre. Effectivement, ça c'est une des conséquences dont on est à peu près évident, donc ça reste confirmé par les futures observations, mais on pense que ces 7 planètes, les 7 planètes du système solaire, du système trappiste, pardon, elles sont chacune avec une face en permanence bloquée devant leur étoile. Ça, vous imaginez avec une planète comme la Terre, avec une face en permanence éclairée sous l'étoile et une phase dans la nuit éternelle. Et ça, pour chacune des 7 planètes du système. Alors c'est ce qu'on voit page 4, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit page 4, effectivement, où vous avez ce qu'on appelle une planète Hubble, ou en français une planète globoculaire. Ce serait une planète en quelque sorte qui serait recouverte par des océans d'eau liquide, qui serait dégelé au point substellaire. Alors attendez, il faut bien se comprendre. Vous nous dites que là, il y a de l'eau là. Alors imaginez une planète, oui. Vous prenez la Terre, vous mettez beaucoup d'eau dessus, encore plus d'eau qu'il n'y a actuellement sur la Terre. Oui. Vous la mettez en rotation synchrone, c'est-à-dire que vous la mettez avec une face en permanence éclairée par son étoile et une face dans la nuit éternelle. Un peu comme ce qu'on pourrait imaginer pour les 7 planètes TRAPPIST 1. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez former en quelque sorte ce qu'on appelle une planète Hubble, une planète globoculaire, avec la totalité de la surface qui va être gelée, sauf en son point le plus proche du Soleil, plus proche de l'étoile, qui lui va recevoir un flux en quelque sorte de son étoile, un flux lumineux de l'étoile tellement élevé que la partie sous l'étoile, qu'on appelle la partie substellaire, va être dégelée. Et donc vous pouvez former des objets très exotiques comme ces planètes Hubble. Donc on voit là la planète Hubble, là, alors à gauche, manifestement il y a un océan d'eau liquide, et puis dans la nuit éternelle, quoi, c'est de la glace ou c'est de la roche, peut-être? Alors tout dépend de la quantité d'eau qu'il y a sur ces planètes, ça peut être de la glace, ça peut être de la roche, il peut même y avoir d'autres gaz, en quelque sorte. Ce qui va se passer, c'est que cette planète-là, elle peut être tellement froide sur le point qui est dans la nuit éternelle, que l'atmosphère elle-même peut venir se condenser sur le point froid. Et donc, on peut trouver toute une diversité de choses sur le point le plus froid de la planète, de l'eau, de la roche, du CO2, de l'ammoniac, bref, c'est pour l'instant la voie est assez libre et on va avoir d'informations. On peut imaginer la vie sur une planète comme celle-là, dont une face est en permanence éclairée et une face est en permanence dans l'ombre. Je pense qu'il faut être assez ouvert d'esprit quand on travaille sur ce genre d'objet. Et je pense que, alors là, on dépasse en quelque sorte mes domaines de compétences, mais vous avez une planète avec un patch d'eau liquide en permanence exposé à son étoile. Vous avez de l'eau liquide en permanence, vous avez des photons qui arrivent en permanence sur cet océan d'eau liquide au point substellaire. Je pense que les briques de base, en tout cas l'énergie et l'eau liquide sont présents. Reste à savoir si ensuite la vie peut se développer ou pas sur la planète. Je pense que c'est une question ouverte qui appelle à plus d'efforts. Plus d'infos, ouais. Plus d'infos. Justement, sur cette vie, quel est l'indice qu'on pourrait aller chercher sur ce genre de planète? Quel est l'indice qui pourrait nous dire de manière certaine qu'on a de la vie sur cette planète? Parce qu'elles sont super, la plus proche à 4 années-lumière. Ouais. C'est 4 années-lumière pour Proxima du Centaure B et à peu près 30-40 années-lumière pour les planètes du système TRAPPIST 1. C'est une question extrêmement complexe qui est très controversée. C'est quand même le but là. Alors je sais pas si c'est le but ultime. On peut déjà caractériser l'atmosphère. Mais la première chose déjà c'est, je pense que on est tous intéressés par la recherche de la vie, en quelque sorte, dans d'autres planètes, de le système solaire et au-delà. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres enjeux scientifiques qui dépassent cette question-là. Et rien que le fait, par exemple, de faire des mesures de la composition atmosphérique de ces planètes, vie ou pas, nous apprendrait énormément sur l'évolution des planètes autour d'autres étoiles et donc sur l'évolution de notre propre planète du système solaire. Et donc, même si on n'est pas capable de détecter de la vie parce que c'est compliqué, ces mesures-là seront toujours controversées, parce qu'on trouvera toujours, quelqu'un trouvera toujours un mécanisme qui n'invoque pas la vie pour expliquer ce qu'on observe, je pense qu'au-delà de ça, n'importe quelle observation, que les planètes soient extrêmement chaudes de la taille de Jupiter ou qu'elles fassent la taille par exemple de la Terre, je pense que n'importe quelle information est bonne à prendre et peut nous en apprendre
sur comment les planètes évoluent en général, et donc comment elles ont évolué dans notre système solaire, et donc comment la Terre a évolué, et répondre à la question est-ce que la Terre est unique ou pas. Michel Viseau, dans les premiers âges de la Terre, on avait une atmosphère de CO2, et puis il y avait plein de petits micro-organismes qui ont produit énormément d'oxygène. On s'est retrouvé avec une atmosphère d'oxygène. Donc une atmosphère d'oxygène, c'est pas le signe de la présence de la vie? Alors l'atmosphère d'oxygène serait un bon indice. Alors les signes, alors de façon certaine, d'abord je peux vous dire que quoi qu'on trouve, ça sera discuté. Ça c'est la première chose. J'aurais un truc à dire sur l'oxygène après. La deuxième chose, c'est que une forme de vie sur une exoplanète, actuellement avec ce qu'on est capable d'anticiper, ne sera détectable qu'à partir du moment où elle a modifié l'atmosphère. S'il y a une atmosphère. C'est-à-dire qu'une vie sous glaciaire, on ne la détectera pas. Vie sous glaciaire, c'est une vie sous la glace. Sous Europe, il n'y a pas d'atmosphère, il y a peut-être des fumerolles qui sortent de temps en temps, mais bon, à la distance des exoplanètes, on ne détectera rien. Donc, ce qu'on cherche actuellement, on cherche à caractériser les planètes et à voir si les modèles merveilleux, très intéressants qui sont proposés peuvent coller avec une réalité physique, et est-ce qu'on peut avoir des éléments qui font coller ces modèles avec la réalité. La détection de la vie, c'est la queue de la cerise qu'il y a sur le gâteau. Oui. Ah, c'est même pas la cerise. C'est même pas la cerise. Ah, d'accord. La cerise, ça sera détecter des atmosphères et d'être capable de les caractériser. Après, détecter la vie, c'est détecter une atmosphère qui a été profondément modifiée par la forme de vie qui s'est développée, en surface ou pas, mais qui a modifié cette atmosphère. Et là, on va dans des débats, parce que, effectivement, pendant des milliards d'années, il y avait un tout petit peu d'oxygène, qu'on ne peut pas détecter d'ailleurs, on ne détecte que l'ozone, c'est-à-dire déjà un sous-produit de l'oxygène en infrarouge. Et donc, je sais pas, peut-être il y a 2% d'ozone, parce qu'on a déjà beaucoup d'oxygène, on a 20% d'oxygène. Donc l'ozone dans notre très haute couche, il faut qu'on puisse le détecter. Donc ça fait quand même très peu de quantité à détecter. Ça sera un très bon indice. En plus de ça, s'il y a de l'ozone, on détectera probablement de la vapeur d'eau. S'il y a de la vapeur d'eau, ça aide à comprendre une atmosphère dans laquelle il peut y avoir une forme de vie. Ça veut dire qu'il y a de l'eau libre quelque part. Après, l'espoir, c'est de détecter des molécules un peu plus complexes et volatiles. Mais il n'y en a pas 36 000 et on va discuter sur les ratios d'oxyde d'azote divers et variés qui pourraient exister ou d'oxyde de soufre qu'on peut trouver dans l'atmosphère. Mais de toute façon, il n'y aura jamais de façon certaine. Je crois que le mot certain, il est à bannir de cette approche scientifique. On va réunir des indices et c'est comme aux assises, à un moment donné, il y aura une intime conviction que effectivement ce qu'on a détecté est probablement lié au développement d'une forme de vie. Mais si on ne détecte pas ces choses-là, ça ne veut pas dire que des formes de vie n'existent pas sur les planètes extrasolaires. Je parle encore de vie sous forme de micro-organismes, bien entendu. Je ne parle pas d'un jeune hacker qui a hacké tous les radiotélescopes de la planète sur laquelle il vit et qui nous a envoyé un signal en voulant nous dire absolument bonjour. Bon, j'aurais pas mal de choses éventuellement, mais je vais me limiter à 2 points. Le premier, c'est à propos de ce qu'on peut trouver grâce à la recherche de ces planètes, notamment en se demandant si c'est habitable ou pas. Je repensais à ce que disait toujours André Braic quand on lui demandait l'intérêt d'étudier les planètes du système solaire, et il disait que ça permettait de savoir si on prend la Terre et qu'on je sais pas quoi, qu'on la refroidit, qu'on peut pas le faire chez nous, mais on peut voir comment ça s'est passé sur les autres planètes. Donc plus on en a disponibles à l'extérieur et pour lesquelles on arrive à détecter des situations auxquelles on n'avait pas pensé, etc., plus ça peut nous apporter d'informations qui nous serviront même pour comprendre notre proche environnement. Le deuxième point, c'est, je reviens sur la question de colonisation éventuelle, où, alors justement il y a plusieurs mots. Jusqu'à présent on a observé, on a lancé des objets pour les étudier, sur Mars en particulier. Ça fait longtemps qu'il est question d'aller les explorer en chair et en os, mais ça se fait toujours pas. Ensuite il y aurait installé quelques personnes du genre, comme il y a la base Concordia en Antarctique,
Et puis après, il y a la colonisation et la terraformation. Tout ça, ça paraît très lointain. Et alors l'argument classique, on nous dit, ah oui, mais si la Terre devient inhabitable, il faudra aller s'installer ailleurs. Et je me suis toujours demandé pourquoi on ne répond pas simplement, si la Terre devient inhabitable, ça sera probablement pas de son propre fait, mais parce que les hommes l'auront rendue inhabitable. Et il est sans doute beaucoup plus simple de terraformer la Terre pour la ramener un peu plus dans son état supportable que de se compliquer la vie à fabriquer une Terre ailleurs. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais j'ai vu il n'y a pas longtemps un film, je n'ai pas besoin de rappeler son titre, il est question de gens qui traversent, j'allais dire, un trou de verre, je crois, pour chercher une planète et qui se retrouvent les pieds dans l'eau avec un tsunami et tout le reste. J'ai détesté ce film. Alors, je vais essayer de répondre à la première question, mais je pense que je ne tenterai pas ma chance sur la seconde, je la laisserai à quelqu'un d'autre. Je pense que cette diversité de planètes extrasolaires qu'on est en train de découvrir, c'est une grande chance, parce que ça nous permet de tester toutes les théories qu'on a sur l'évolution des planètes, sur les atmosphères des planètes, dans des conditions qui sont extrêmement diverses, sur des toiles très différentes, qui ont des âges très différents. On sera capable, par exemple, un jour d'observer des systèmes qui seront similaires au système solaire, mais beaucoup plus jeunes, ou un peu plus vieux. Et donc toutes ces informations-là, elles nous permettront de comprendre comment les planètes évoluent de manière générale et remettre notre système solaire dans ce contexte. Et c'est en quelque sorte ce qui a été fait dans les débuts de l'exploration du système solaire, en remettant la Terre dans le contexte de comment Vénus a évolué vers une atmosphère, une planète aujourd'hui qui est extrêmement sèche. Vénus a perdu toute son eau. Et d'un autre côté, Mars, qui est tellement froide que l'eau qu'elle a réussi à garder est aujourd'hui en quelque sorte piégée sous forme de glace. Et observer ces deux planètes, et bien sûr d'autres objets du système solaire, mais surtout observer ces deux planètes et comprendre leur état actuel, nous en a appris énormément sur ce qu'est la Terre, sur comment elle s'est formée, comment elle a évolué, etc. Et on peut imaginer que de la même manière, en observant tout un tas d'autres objets autour d'autres étoiles, on a un contexte, on puisse replacer de manière beaucoup plus forte l'évolution de la Terre dans cet ensemble de planètes. Pour la deuxième question, je la laisse. Benjamin. Je vais juste compléter un petit peu sa réponse pour la première question, qui est pour essayer de comprendre un peu mieux la Terre, essayer de comprendre les autres planètes. Je vais prendre l'exemple de Mars. Si on essaye de comprendre la Terre primitive, on n'a pas beaucoup d'exemples de cailloux qui datent de plus de 4 milliards d'années sur Terre. Il faut les chercher pour les trouver, c'est compliqué. Hein. Mais si vous allez sur Mars, il y a, je pense pas me tromper, plus de la moitié de la planète de Mars, sa surface, elle a plus de 4 milliards d'années. Donc vous avez une énorme opportunité de comprendre une planète très jeune au début de son histoire. Et on se dit que Mars et la Terre, ça a ressemblé un petit peu, c'était à peu près la même chose au début de son histoire. Donc si on arrive à comprendre ce qui s'est passé sur ces terrains de plus de 4 milliards d'années sur Mars, on arrivera un peu mieux à comprendre la Terre primitive et comprendre cette période où la vie a pu apparaître sur Terre. Voilà. C'est tout le alors juste pour compléter, c'est tout le challenge, le défi des missions qu'on est en train d'organiser. L'agence spatiale européenne avec le concours de toutes les agences spatiales, la NASA bientôt vers Mars pour essayer vraiment de comprendre la formation de ces terrains et ce qu'il y a dedans et préparer un retour d'échantillons martiens. Donc vraiment on est dans cette thématique. En ce qui concerne Mars, autant envoyer, comme on fait sur Concordia ou comme on a fait sur la Lune, des équipes qui vont sur Mars, qui explorent Mars, qui reviennent. C'est quelque chose de tout à fait envisageable. C'est pas simple à faire, on travaille dessus, il y a des facteurs bloquants psychologiques, médicaux, techniques, financiers, un petit peu. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose d'envisageable, ce qu'on appelle le poste avancé, la station d'exploration. Bon, ça c'est faisable. La colonisation sous une cloche de verre qu'on ne sait pas construire ou dans des trous qu'on est capable de creuser, c'est-à-dire une sorte des gens qui se développent là tout seuls en une autonomie totale, c'est pour moi le début de l'illusion. Et je pense avoir déjà répondu sur la terraformation. Je mettrai peut-être un N de moins à connerie pour cet aspect colonisation. Mais c'est grosso modo ce que je pense que l'on peut raisonnablement en penser. Donc voilà, après, l'objectif actuel dans la plupart des agences spatiales,
affiché ou non, mais actuellement le leader dans le domaine, c'est toujours la NASA d'ailleurs, c'est d'envisager dans les années 2030-2040 l'envoi d'une expédition humaine, d'abord autour de Mars et puis éventuellement atterrir sur Mars. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait jusqu'à présent? Parce que c'est pas facile, parce que faire décoller quelque chose de Mars de façon automatique avec une gravité qui est quand même 3 fois plus importante que sur la Lune, qui est avec une atmosphère et avec une charge utile, et ben c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que sur la Lune et on ne sait pas le faire, sans compter qu'on ne sait pas faire des fusées qu'on envoie, qui atterrissent, qui attendent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais combien de temps, avec des variations de température très importantes, et qui repartent comme ça. Parce que c'est comme si vous mettiez votre voiture, vous la mettez, je sais pas, vous la mettez dehors, vous revenez 15 ans après, et ah bah tiens, elle va démarrer. Bah non, ça marchera pas. Et bah c'est exactement pareil, il y a des limitations techniques qu'actuellement on ne sait pas maîtriser, et on sait que pour les maîtriser, ça va coûter beaucoup d'argent. Et comme on n'est pas dans le système de guerre froide où il fallait être le premier quelque part, actuellement personne ne veut être le premier sur Mars. Par contre, l'intérêt, c'est que peut-être qu'on ira tous ensemble, alors tous ensemble, ça veut dire les pays occidentaux qui peuvent se payer des danseuses, hein, on ira tous ensemble sur Mars. Avec sa gueule d'atmosphère, avait rencontré Elon Musk par malheur. Elle aurait certainement quitté la Terre, séduite par ce gourou bourreau des cœurs. Il aurait envoyé terraformer Mars, car Elon, cette planète, il la chérit. Plus d'Arletty, d'Hôtel du Nord, pour une farce, pour le plaisir d'une poignée de bactéries. Bonsoir. Donc nous avons des belles images de synthèse d'exoplanètes. Est-il envisageable dans les prochaines années d'en voir réellement, et par quels moyens? On en a là, justement. Juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, de quelle exactement exoplanète de synthèse on parle? Celle de la première page du fascicule? La première planète, oui, et la première page. Alors deuxième page, on peut prendre... Parce que la deuxième page, ce sont des vraies images de planètes extrasolaires. Sur la deuxième page, vous avez de vraies images d'exoplanètes qui ont été prises avec des télescopes. Sauf que pour l'instant, la seule chose qu'on est capable de faire, c'est donc d'observer directement, mais uniquement des planètes qui sont très jeunes et donc très chaudes et très loin de leur étoile. Et ces planètes, on est capable de les photographier sur un seul pixel. Donc pour l'instant, impossible de faire des photos pixelisées de ces planètes-là. Alors est-ce qu'on peut quand même commenter, je ne sais pas si vous avez des infos supplémentaires à nous fournir sur les images là que j'ai récupérées. Donc on a en haut à gauche donc de la deuxième page, hein, toujours HR 87-99, ça c'est le nom de l'étoile, hein, bien sûr. Alors on a 3 étoiles carrément, hein. Enfin pardon, 3 planètes, il y en a d'ailleurs 2. Alors on a probablement plus parce que je vois C, D, E, donc il doit y avoir un B quelque part. B, voilà exactement. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on nomme pas les planètes à leur distance à l'étoile mais par leur ordre de découverte. Donc on a probablement découvert la B très loin de l'étoile et ensuite on s'est rendu compte qu'il y avait une planète C, D, E et c'est là probablement la raison pour laquelle elles sont rangées dans le sens inverse de la distance à l'étoile si vous faites attention. Alors ces planètes-là, on est capable de les observer directement, on est capable en quelque sorte de collecter directement la lumière émise par ces planètes, et non pas celle de l'étoile, parce qu'elles sont en train de se former, elles sont très loin de leur étoile, elles sont donc très très chaudes et très loin de leur étoile, et pour ces deux raisons, parce qu'elles sont à la fois loin de leur étoile, donc on est capable de les séparer, et à la fois très brillantes, on est capable de les observer directement. Maintenant, si vous voulez imaginer faire la même chose, avec une planète par exemple qui ressemblerait à la Terre, qui serait dans des conditions similaires à celle de la Terre, avec une température par exemple moyenne de 15 degrés à sa surface, il faut un télescope
bien plus grand que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Il faudrait des télescopes qui aient des diamètres qui soient de plusieurs milliers de kilomètres. Je vous laisse imaginer le défi. Alors il y a quand même des astuces pour essayer de résoudre ce problème. On appelle ça l'interférométrie. Donc l'idée c'est d'envoyer dans l'espace ou même posés sur Terre des miroirs qui sont séparés à des grandes distances les uns des autres et en quelque sorte de recombiner la lumière reçue par ces miroirs en un point. Et à partir de cette technique, on est capable potentiellement de faire des images pixelisées de ces planètes-là. Mais pour l'instant, on n'a pas les technologies de le faire. Ça reste néanmoins, je pense, un bon objectif à suivre dans le futur proche et lointain. Alors je crois que l'image d'en haut à gauche avait été prise par le Spitzer, l'américain Spitzer qui regarde dans l'ultraviolet, si je ne me trompe pas. Oui, l'ultraviolet. Dans le proche infrarouge. Proche infrarouge, pardon, d'accord. Ouais. Et à droite, en haut, ça a été pris par le VLT cette année. Donc c'est l'étoile qui s'appelle HIP 65426. Elle a été occultée, hein, c'est le point A. Donc on ne la voit pas là sur l'image. On voit l'orbite de Neptune qui est représentée. Donc Neptune c'est quand même une planète qui est assez loin dans le système solaire, elle est assez loin de l'étoile. Et puis on voit une petite planète B qui a été imagée par le VLT. Et le VLT c'est typiquement justement l'un de ces observatoires européen d'ailleurs, possédant plusieurs miroirs. Hein. On combine les images, les lumières récupérées par quatre télescopes pour essayer, enfin on est capable en tout cas de faire ça, pour réaliser des images. Ouais, effectivement, donc ces images-là ont été prises avec le VLT, des télescopes qui ont des miroirs qui font près de 8 mètres de diamètre. C'est actuellement pas le plus gros, mais parmi les plus gros miroirs disponibles actuellement à la surface de la Terre. Donc on récolte énormément de lumière à chaque fois. On récolte énormément de lumière et ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que derrière cette image-là, il y a une combinaison hallucinante de défis technologiques qui ont été réalisés, en particulier être capable de séparer la lumière de l'étoile de celle de la planète. On fait ça avec des coronographes, c'est-à-dire des outils qui sont capables de cacher, de bloquer une partie de la lumière. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que cette planète-là, elle est beaucoup moins brillante que l'étoile, 1 million de fois, grosso modo, moins brillante que l'étoile. Et ça pose un défi technologique. C'est comme si vous vouliez observer, par exemple, l'image, c'est d'observer un moustique qui passerait qui passerait à côté d'un phare et observer la lumière de ce moustique, quoi. C'est un défi technologique vraiment incroyable à réaliser et c'est ce qu'on veut, c'est la technique qu'on veut utiliser dans les années à venir pour commencer à imager les planètes qui sont de plus en plus proches de leur étoile, de plus en plus petites et donc qui ressemblent de plus en plus à notre planète Terre. Alors j'aime bien Fomalhaut en bas à gauche. On voit dans le carré qui se trouve sur la droite au sein de cette image qui se trouve à gauche, oui, 2004, 2006, 2010, 2012, oui, on voit une petite planète qui est en train de faire le tour de son étoile lentement, parce qu'elle est très très loin de son étoile, parce qu'elle est, j'imagine que son orbite doit être extrêmement longue, quoi, hein, parce que vous voyez, voilà, elle passe chaque année, elle bouge un petit peu. Ça veut dire qu'elle fait une orbite en 200 ans, quoi. Oui, c'est ça. Modo, quoi, c'est de cet ordre-là. Ouais. Alors, j'ai une question par là. Bonsoir. En fait, je veux savoir si on pouvait avoir une description du système qui se trouve à côté d'Alpha Centauri. Donc, quel type de soleil? Est-ce que c'est un système planétaire ou une planète toute seule? Alors, le système de Alpha Centauri et de Proxima Centauri, c'est un système triple composé de 3 étoiles, avec 2 étoiles qui sont grosso modo un peu moins lumineuses que le Soleil, qui orbitent l'une autour de l'autre, et très très loin, à des milliers d'unités astronomiques, orbite une toute petite étoile, Proxima du Centaure, donc très très loin, elle met extrêmement longtemps, mais plusieurs milliers d'années, plusieurs dizaines de milliers d'années à orbiter autour de ce système-là. En fait, pour la petite histoire, tout le monde n'est pas absolument convaincu que ce système forme un système triple. Et donc, autour de cette 3e petite étoile, Proxima du Centaure, on a découvert une planète, Proxima b. Il se trouve que cette étoile, Proxima du Centaure, elle ressemble pas trop au Soleil. C'est une étoile qui fait à peu près la moitié de la température du Soleil et donc qui émet vraiment beaucoup moins de lumière que le Soleil. Donc vraiment beaucoup moins de lumière. Elle a une évolution qui est très différente. Par exemple, une petite spécificité de cette étoile-là,
c'est qu'elle est beaucoup plus active, elle émet beaucoup plus de rayonnement dans les rayons X et ultraviolets, et donc elle va envoyer tous ces rayonnements X et UV en direction des planètes du système, notamment du Proxima du Centaure B. Bonsoir, merci pour toutes ces informations. Tout à l'heure, tu parlais de TRAPPIST au tout début. Est-ce que, je ne sais plus si tu l'as dit, est-ce qu'on connaît l'âge de cette étoile et aussi du coup l'âge des planètes qu'il y a autour? Et parce que potentiellement, si la planète a un âge plus important, par exemple, que l'âge de la Terre, elle aurait eu plus de temps au niveau exobiologique, enfin, au niveau de la vie, par exemple, elle aurait pu se développer de manière plus avancée, ou je sais pas, on peut s'imaginer ce type de scénario ou pas, ou c'est complètement fantaisiste? Alors si tu m'avais posé la question il y a 6-7 mois, je t'aurais répondu que le système était très jeune. Depuis, on a accumulé tout un tas d'indices, on a accumulé grosso modo une dizaine de preuves liées à l'évolution par exemple de la luminosité d'étoiles, liées au fait que cette étoile elle orbite proche d'autres étoiles qui ont un âge qu'on peut dater, etc. Et toutes ces informations mises en commun nous apprennent que vraisemblablement le système il est très vieux, encore plus vieux que le système solaire, et il aurait grosso modo 7-8 milliards d'années. Donc c'est un système qui est... tous ces indices mis en commun nous laissent penser que ce système est beaucoup plus évolué que le système solaire, et donc comme les planètes, on pense, se sont formées dans le système depuis le début, au moment où le système s'est formé, les planètes du système ont vraisemblablement également un âge de l'ordre de 7-8 milliards d'années, donc plus vieux que le système solaire, qui est de l'ordre de 4-5 milliards d'années, grosso modo, pour vous donner une référence. Merci pour tout ça. Moi j'avais une question, c'était sur Vénus, parce que Vénus finalement elle est très proche de la Terre en taille et tout, mais pourtant c'est un environnement qui est très dur. Alors ma première question c'est est-ce que Vénus a été habitable dans le passé ? Et ma deuxième question c'est est-ce qu'un jour on peut imaginer envoyer une sonde à la surface de Vénus malgré les conditions surfaciques est-ce qu'un jour on aura la technologie pour le faire en fait, voilà. On a essayé, hein, ça s'est pas toujours bien passé. Je peux m'essayer à la première réponse et puis je laisserai la seconde à Michel Viseau. La première c'est que est-ce que Vénus a pu être habitable un jour ? Selon en quelque sorte à quel spécialiste du domaine tu poses la question, certains diront oui, certains diront non. Il se trouve que la plupart des gens pensent que Vénus étant extrêmement proche du Soleil et étant en quelque sorte en dehors de cette zone habitable qu'a mentionné Michel Viseau tout à l'heure, on pense, en tout cas beaucoup de personnes pensent que non, l'eau liquide n'a pas pu être stable à la surface de Vénus. Il y a eu une étude qui est sortie assez récemment, en 2016, septembre 2016, une équipe américaine qui ont montré que dans certaines conditions, Vénus aurait pu être habitable il y a en grosso modo 1-2 milliards d'années. Et en fait, tout ça découle d'une subtilité liée à l'effet de serre, ou en quelque sorte à l'effet radiatif des nuages. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les modèles d'atmosphère et dans notre compréhension de comment les atmosphères évoluent sur les planètes, il y a un facteur qu'on retrouve partout, ce sont les nuages. Les nuages sont extrêmement complexes à modéliser, extrêmement complexes à comprendre. Et il se trouve que dans le cas de Vénus, ces nuages-là en fait, auraient pu contribuer à rendre habitable Vénus, donc à contribuer à rendre l'eau liquide stable pendant une certaine période de temps sur Vénus. Le concept est le suivant. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que Vénus a une rotation qui est beaucoup plus lente que la Terre. La Terre met grosso modo 1 jour pour faire un tour sur elle-même. Vénus, c'est de l'ordre de plusieurs centaines de jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous recouvrez par exemple Vénus d'un océan, ce qui va se passer, c'est que Vénus est tellement lente dans sa rotation que sous le Soleil, au point le plus chaud, au point qui est le plus irradié par le Soleil, vous allez former un épais nuage d'eau qui va se former lié à l'évaporation de l'eau présente en surface. L'eau va s'évaporer dans l'atmosphère, va former un nuage extrêmement épais, exactement au point sous le Soleil. Et il se trouve que ce qu'on pense, c'est que ce nuage qui va se former au point sous le Soleil va réfléchir une bonne partie de la lumière émise par le Soleil et donc refroidir considérablement Vénus. Et donc dans ces hypothèses, dans ces conditions, il y a une équipe de chercheurs américaines qui travaillent au NASA Goddard Space Center qui ont montré que dans ces conditions, Vénus aurait pu être habitable. Donc si on démarre avec un Vénus qui a beaucoup d'eau, on considère que Vénus avait par le passé un peu moins de CO2 dans son atmosphère, alors Vénus aurait dû former une épaisse couche de nuages qui suivrait en quelque sorte le point sous le Soleil, qui réfléchirait une grande partie de la lumière émise par le Soleil, et donc qui permettrait potentiellement à Vénus de maintenir des conditions
habitable en sa surface. Et donc, je pense que c'est une énigme en cours, mais qui pourtant va nous en apprendre énormément sur notre Terre également. Adrien Kish, moi j'ai une question pour vous, c'est que on a des outils absolument extraordinaires qui ont été mis au point, notamment des outils de séquençage. Alors j'imagine que vos extrémophiles, qui sont certains, il y en a un qui est aussi capable de résister au rayonnement. On en trouve dans les centrales nucléaires, hein, tout près du cœur, ça leur pose aucun problème. Donc il y a des choses absolument extraordinaires. J'imagine que ces bactéries, ces micro-organismes, la première chose que vous avez faite depuis qu'on en est capable, c'est de les séquencer, c'est de voir s'il n'y a pas un gène de la radiorésistance, un gène de la résistance à la dessiccation, ou ce genre de choses-là. Alors, là, on trouve un des grandes surprises du séquençage des génomes. Alors qu'on a regardé les organismes comme Deinococcus radiodurans, alors par exemple, quand on voit à l'échelle de radiorésistance, nous, on peut survivre à une exposition de rayonnement gamma de 4 Gray. C'est pas important de savoir qu'est-ce que ça veut dire un Gray, mais nous, on peut survivre à 4 Gray. Deinococcus radiodurans, 12 000 Gray. Alors, c'est complètement autre chose. Alors, quand on est arrivé avec la révolution du séquençage des génomes, on a dit voilà, c'est là qu'on va trouver des réponses. Pourquoi Deinococcus peut survivre dans ces conditions et nous on peut pas? On a fait le séquençage du génome et la première chose qu'on a fait, c'est de comparer avec le génome du E. coli, voilà, le bactérie de base, le référence. Et la grande surprise, il n'y avait rien de différent entre les deux. Un Escherichia coli, un E. coli et un radio-résistance, c'est à peu près la même chose. Au niveau des protéines qu'ils utilisent pour repérer le dommage de leur ADN, alors il faut savoir que l'ADN, c'est un des molécules les plus sensibles à le rayonnement ionisant, le rayonnement gamma, rayonnement X. Et malgré le fait que Deinococcus est capable de repérer tous les dommages de leur génome, ils n'ont pas des enzymes qui sont différentes qu'on trouve par exemple chez E. coli. C'est juste la régulation qui est différente. C'est la régulation des gènes. Donc c'est les mêmes gènes, ces gènes produisent les mêmes protéines, toute la machinerie est la même, ça fonctionne de la même manière. Voilà. Ou plutôt la machine est la même, mais c'est la manière dont cette machine est réglée. Voilà. Alors la meilleure façon d'imaginer ça, c'est d'imaginer deux voitures. On a des voitures qu'on compare, et ça c'est notre système de réparation de l'ADN. Chez E. coli, on a la version Smart Car. Chez Deinococcus, on a des Ferrari. Ah ouais. Exactement le même mécanisme, tous les deux sont des voitures, mais moi je préfère le Ferrari, personnellement. D'accord. C'est normal, vous aimez les extrémophiles. D'autres interventions? J'arrive. Bonsoir, j'ai une question que j'imagine on pose beaucoup à Michel Viseau, je voudrais la poser aux trois autres intervenants. Si un jour vous, là, dans les années qui arrivent, on acquiert la certitude d'une façon ou d'une autre qu'on a trouvé de la vie sur une autre planète, qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour vos motivations, pour le domaine dans lequel vous travaillez en général? Comment vous imaginez l'après? Ouais. Alors, après la grande bouteille de champagne, ça c'est la première étape. Honnêtement, pour moi, ça fait plus des rêves. Alors si on fait la découverte des organismes ailleurs, j'ai encore plus des questions. Je voudrais savoir encore plus sur les possibilités de la vie, où d'autres on peut trouver des organismes vivants. Alors pour moi, c'est juste le début d'un rêve. Alors j'ai plein de questions après. Alors pour vous, pas les biologistes, mais les géologues, qu'est-ce que vous... Pour moi, c'est pareil, ça fait plein d'autres questions. À quoi elle ressemble cette vie? Quel est son environnement? Pour moi, c'est pareil, c'est plein d'autres questions. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à... Qu'est-ce qu'elle a de différent, finalement, c'est ça. Est-ce que l'environnement dans lequel elle est apparue, dans lequel elle vit, est totalement différent de ce qu'on imagine pour nous et de ce qu'on imagine pour les autres planètes du système solaire où on cherche de la vie? Ça, c'est d'autres questions, mais plein de questions encore. Donc on n'est pas en chômage, même si on trouve de la vie. Martin, un petit mot? Ouais. Donc après la bouteille de champagne, la même bouteille de champagne, on envoie un message, hein, on essaie de communiquer avec si c'est une vie développée bien sûr, et puis après on attend 100 ans que le message parte, 100 ans que le message revienne, et puis on voit ensuite.
C'est vrai, c'est vrai. Michel Vizot, une petite réponse quand même. On m'a interdit de parler, on fait du vieillisme là. Oh, mais non, on vous aime. Les vieillophobes. Alors, d'abord, le fait, si on est capable à un moment donné, je vais proposer la question de façon différente. On a déjà annoncé avoir trouvé une forme de vie extraterrestre, c'était ALH 84001 dans les années 90. Je m'en souviens. Mais l'annonce a été faite, je veux dire, c'est pas... après, il y a eu des réfutations, mais ça n'a pas... les gens se sont posés des questions, et je veux dire, ça n'a pas... Le monde s'est pas arrêté de vivre, le tocsin n'a pas sonné, il n'y a pas eu d'annonce spéciale... C'était de la vie fossile, hein, c'était pas de la vie vivante. Hein. Oui, mais c'était une forme de vie extraterrestre. Deuxièmement, je signale qu'au XIXe siècle, Flammarion et ses acolytes, avec Schiaparelli, avaient inventé une vie martienne. Et il y avait des martiens qui creusaient des canaux. Et c'était argumenté derrière, c'était quelque chose qui était admis. Et donc c'est pareil, les gens n'ont pas sonné le tocsin, les vaches n'ont pas arrêté de faire des veaux, enfin bon, voilà, la vie a continué de façon naturelle. Donc, ça sera une nouvelle extrêmement importante qui va susciter des réflexions, une admiration pour ceux qui l'ont trouvé, comme pour les ondes gravitationnelles, ils auront sûrement le prix Nobel, même si c'est réfuté après, mais enfin bon, c'est pas grave. Et ensuite, bien entendu, on va faire des suppositions. Et je crois que ça va susciter des débats dans les sociétés occidentales, plus que d'ailleurs dans les sociétés qui ne sont pas, je dirais, sensibles à la science ou qui n'ont pas la chance d'avoir accès à la science. Les scientifiques vont dire qu'il faut y aller. Alors ça sera, si c'est Mars, ça va, on ira voir, on va creuser encore plus. Si c'est au-delà de Mars, on va quand même trouver d'autres solutions et on va observer. Et surtout, on va se servir de ce que l'on a découvert pour préciser, améliorer les instruments pour chercher une forme de vie ailleurs. Parce que dès l'instant, on va trouver une deuxième forme, une forme de vie non terrestre. Et qu'elle sera à peu près affirmée et confortée par les observations, on va se dire, ben, s'il y a 1, 2, il y a forcément N. Donc il y en a partout. Et donc on va essayer d'en découvrir partout. Et on va affiner les instruments pour chercher les choses. Donc ça va déclencher d'une part un désir de recherche de la part des scientifiques, d'autre part ça va affiner la vision que l'on a de ce qu'il faudrait chercher, en sachant qu'on sera forcément surpris. Et donc on va chercher ailleurs, et si on en trouve une deuxième, je pense que très rapidement on en trouvera, comme pour les exoplanètes, une troisième, une quatrième, une énième, et quand on aura 5000 formes de vie différentes, on se posera vraiment des questions sur... qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais tu as mentionné un point extrêmement important. Il faut toujours garder un esprit très très critique. Et il faut qu'on ait les preuves absolues. Alors, cet exemple-là, il y avait des mécanismes qui étaient des processus géologiques qui produisent une forme qui ressemble fortement à un micro-organisme fossilisé. Mais ce n'est pas un micro-organisme fossilisé. Des processus géologiques qui ont créé ça. Alors, avant qu'on ouvre la bouteille de champagne, il faut qu'on est sûr, et c'est comme ça, on doit garder un esprit très critique, comme on doit faire partout. La bouteille de champagne ne doit pas empêcher d'avoir l'esprit critique, mais on peut quand même l'avoir. Il faut avoir l'esprit critique avant de boire la bouteille de champagne. Non, il y a quand même un phénomène qu'on connaît très bien, c'est que la NASA discute, enfin le Congrès discute du budget de la NASA une fois par an, et un mois avant, inéluctablement, la NASA fait une grosse annonce dans le domaine de l'exobiologie en particulier, pour provoquer un petit peu d'excitation, et puis pour faire en sorte que ces budgets puissent être assurés. Et là, avec ALH 84001, là, cette météorite martienne, il y avait quand même beaucoup de gens qui disaient attention, c'est quand même pas sûr du tout cette affaire. Avant qu'on ne se quitte, j'aimerais qu'on fasse un petit tour du côté de la page 11 pour parler justement de ces télescopes qui vont venir et qui vont nous permettre d'en savoir un petit peu plus. Donc en haut à gauche, c'est l'EELT, c'est un projet mais qui est financé, je crois, ça y est, de l'ESO. Donc ce sont des Européens, des pays européens qui se mettent ensemble pour fabriquer ce super télescope. Vous voyez la taille des voitures juste à côté. Je crois que le miroir fait 60 mètres, si je ne m'abuse. Non, 40 ?
trentaine de mètres. 30 mètres, pardon, 30 mètres. Donc vous voyez, c'est absolument quand même colossal. Vous voyez, on passe de 8 mètres ou de 10 mètres aujourd'hui à 30 mètres. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur Plateau, Kéops? Alors Kepler, c'est en bas à droite, ça c'est un Américain qui a permis, sur les 3600 planètes découvertes aujourd'hui, Kepler c'est 2500, hein, donc il a quand même écrasé la concurrence là d'un seul coup. Et puis il y a l'Agence spatiale européenne en haut à droite et en bas à gauche avec Plateau et ESA et Kéops. Un petit mot, Michel Vizeau, sur ces deux instruments qui vont arriver là dans les années à venir. Alors, Kéops, c'est une petite mission de la NASA qui a pour but de caractériser, donc c'est un satellite de l'ESA, pardon. On y contribue, en plus de ça, j'ai un comité directeur dans 15 jours à ce sujet. Mais bon, il ne faut pas que je l'oublie quand même. Donc Kéops, c'est vraiment un satellite, une petite mission de l'Agence spatiale européenne qui est menée par la Suisse avec la complicité des Italiens, des Belges, des Allemands et des Français. Pour caractériser des planètes, plutôt des grosses planètes, hein, pas des petites planètes. Et donc ça va être lancé, on est en train de... les gens qui travaillent vraiment dessus sont en train de vraiment finir la construction du satellite et des instruments qu'il y a dessus, et ça va être lancé normalement fin 2018 avec une fusée Soyuz avec un satellite italien d'observation radar. Donc c'est vraiment, on est en plein dedans, et donc c'est une mission qui est extrêmement intéressante, qui va commencer vraiment à observer des grosses étoiles, des grosses planètes auprès d'étoiles assez brillantes. Plateau, c'est donc une mission moyenne. Alors, pour simplifier, une mission comme Kéops, il faut parler d'argent à un moment donné, ça coûte à peu près 150 millions d'euros, entre 150 et 200 millions d'euros, tout compris. Plateau, c'est une mission moyenne de l'ESA, donc qui est actuellement capée à 650 millions d'euros, qui vient d'être décidée formellement par l'Agence spatiale européenne, qui comporte 24 télescopes, 24 caméras lentes et 2 caméras rapides, et qui va observer l'ensemble du ciel pour chercher des exoplanètes sous forme de transit. Et donc ça, c'est quelque chose, ça vient de démarrer, les équipes scientifiques se sont réunies et doivent fournir les instruments. Le satellite n'est pas très dur à faire, ce qui est dur à faire, c'est les instruments et ensuite de mélanger toutes les caméras avec le satellite, il faut que ça fonctionne pendant 6 ans. 6 ans et demi, pardon. Donc c'est parti. Et donc ça c'est vraiment pour faire de la détection et alimenter en quelque sorte le James Webb télescope et les satellites qui vont suivre. Kepler, c'est un satellite qui est en train de fonctionner de la part de la NASA, qui effectivement observait toujours la même région du ciel et qui a découvert énormément de planètes. Et c'est ce qui prouve qu'il y en a partout. Quand on parle d'exoplanètes, on parle de, grosso modo, les 2-3 000 années-lumière qui entourent notre Soleil. C'est-à-dire on reste dans notre galaxie, on ne va pas plus loin que notre galaxie. On reste vraiment dans notre petit coin de la galaxie même, je dirais. Et donc il continue son travail. Alors il a des problèmes de stabilisation, donc ce qui fait que maintenant il ne peut plus observer toujours pareil, donc il tourne lentement sur lui-même. Et alors par des astuces, ils arrivent à le maintenir, puis d'un seul coup, spoum, il tourne et il va regarder de l'autre côté, et il regarde des nouveaux secteurs d'étoiles. Donc il va y avoir d'autres, il y a actuellement Ariel qui est en compétition avec 2 autres missions pour la mission M6 qui devrait être lancée en 2026, 28, peut-être 30, pour aussi faire de la caractérisation des exoplanètes. Donc, et la NASA a des projets, les Japonais ont des projets. Donc les exoplanètes ont beaucoup de projets parce que cette recherche d'une forme de vie extraterrestre est un motivateur fort, aussi bien sur le plan scientifique, bien sûr, que sur le plan technique, que sur le plan politique. Et donc, effectivement, la plupart des missions qui sont actuellement, je dirais, dans les couloirs, pour aller explorer soit le système solaire, soit plus loin, c'est vraiment comprendre ce que pourrait être l'apparition d'une deuxième forme de vie, l'émergence d'une deuxième forme de vie, et détecter détecter une forme de vie sur des exoplanètes. Alors vous l'avez compris, les Mardis d'Espace, c'est reparti pour toute une année. Vous avez le programme sur ces petits documents là qui vont vous permettre que vous pourrez mettre dans vos livres pour savoir exactement à quelle page vous en êtes. La semaine prochaine, le mois prochain, le 21 novembre, on va parler de Cassini. Cassini qui vient de plonger sur Saturne. Et juste après, on va parler de Galiléo, un mois plus tard, donc c'est en décembre. Galiléo, vous savez, c'est le GPS européen. Bref, vous avez
avez vu, on a un programme extrêmement riche et on va parler notamment d'Ariane 6 en mai, etc. Enfin bref, des enjeux militaires de l'espace le 13 mars. Bref, programme extrêmement riche, c'est toujours à 19h30, un mardi dans le mois. Moi j'ai fait une petite liste de ce qu'on s'était dit aujourd'hui, puisque la science, ça permet effectivement de savoir ce qui est de l'ordre du n'importe quoi et puis de ce qui est de l'ordre du possible. Alors j'ai mis dans la case n'importe quoi, j'ai mis la terraformation de Mars. Ok, là j'ai compris, c'est même pas la peine d'y penser. La colonisation de Mars, non plus, hein, d'accord. L'invasion par une civilisation extraterrestre, on laisse tomber. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. En revanche, mieux comprendre la manière dont les extromophiles s'y prennent pour résister à leur environnement, ça oui, d'accord. Envoyer des instruments scientifiques pour trouver des dizaines de milliers d'exoplanètes, ça c'est dans les tuyaux, c'est bon, on y va. Étudier l'atmosphère des exoplanètes, ça aussi ça va être bientôt possible, et puis on va peut-être même découvrir des éléments dont certains pourront dire que ça signifie que la vie se trouve là. Alors, voilà, ce sera sujet à interprétation. Manger des extrémophiles en salant ses frites avec du sel de l'Himalaya, ça c'est possible aussi. Il y en a même là, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça c'est possible, on peut manger des extrémophiles. Et puis passer un bon moment ensemble avec des scientifiques pour discuter de science avec eux. C'est pas souvent, c'est un petit moment un peu précieux qu'on vient de vivre. C'est tous les mois sur Mardi de l'Espace. Merci infiniment Michel Viseau, Adrienne Quiche et puis Benjamin Bultel et Martin Thurbet. Merci infiniment à tous les quatre.